Arnaud, je vois que vous avez votre micro coupé. Ouais, maintenant c'est bon. Ah, Vous m'entendez? Non, vous m'entendez pas. Si, vous m'entendez? Ah, super. Et est-ce que vous m'entendez tous? Les gens à distance, bonjour à tous, bienvenue. C'est un démarrage un peu de façon digitale, et tout ça en connexion. Soyez les bienvenus. On est trois, il y a trois intervenants sextants, ce matin pour la conférence sur les rémunérations. Je vous présente Olivier Kuhn, que vous connaissez peut-être, qui est responsable pôle social d'une filière sociale chez nous. Marion Costard, qui est au pôle social également. Et nous avons la chance d'avoir un correspondant ce matin qui s'appelle Arnaud Fournier. Arnaud, coucou, tu es à distance. Et l'idée, c'est qu'Arnaud puisse être présent parce que, en fait, on n'est pas très présent à Paris ce matin, mais il y a beaucoup de monde. On est presque 80 à distance. Et l'idée, c'est qu'Arnaud puisse un petit peu répondre dans le chat, mais également sur les 2 temps de questions-réponses qu'il y aura ce matin. On se donne 2 heures, il est 9 heures. Et ben ça commence. Je vous souhaite une bonne conférence. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous le dis tout de suite, la présentation vous sera envoyée cet après-midi. Et puis, je laisse mes collègues vous parler. Merci Julie, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a voulu faire une manière de procéder un petit peu différente aujourd'hui, un petit peu novatrice, avec donc Arnaud en duplex pour effectivement gérer toutes les personnes sur le chat, puisqu'il y a beaucoup d'inscrits à distance. Donc voilà, on doit s'habituer aujourd'hui à faire ce type de présentation en hybride, et c'est très bien parce qu'effectivement chacun doit pouvoir y assister. Cette présentation, elle est un petit peu particulière cette année. Je ne sais pas si vous l'avez suivi les autres années, parce que c'est un rendez-vous qu'on a de manière annuelle. On l'a baptisé sous haute tension. Oui, évidemment, sous haute tension. On le verra plus en détail après, notamment avec Marion, sur le fait que ces négociations se passent dans un contexte particulier d'inflation. Et cette négociation, on reviendra aussi dessus, qui est assez récente dans l'histoire du dialogue social, les années 80. Depuis peut-être l'année dernière, revêt aujourd'hui des enjeux inédits, compte tenu encore une fois de ce contexte inflationniste. Il ne s'agit plus de négocier simplement la petite enveloppe annuelle d'1%, 2%. Il s'agit vraiment effectivement d'avoir un rôle moteur avec toutes les limites aussi du principe de la négociation sur les rémunérations. En tout cas, un rôle moteur dans le maintien du pouvoir d'achat, dans la valorisation de la force de travail par les rémunérations. Et je pense que là, je ne sais pas, parmi vous, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de délégués syndicaux, et peut-être qu'il y a une pression particulière qui pèse depuis maintenant un an sur vos épaules. Et c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on a voulu construire cette matinée pour vous donner des clés, encore une fois, dans toutes les limites de l'exercice, pour mener au mieux ces négociations. Peut-être un dernier petit point d'introduction avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est la question des salaires aujourd'hui. Elle touche toutes les parties prenantes du dialogue social, et en premier lieu l'État, bien entendu, et qui agit notamment au travers de la valorisation du SMIC. On verra aussi ce point tout à l'heure, et qui intervient aussi via des lois, notamment l'année dernière, la loi pouvoir d'achat, et là, le projet de loi en cours sur le partage de la valeur, suite à l'accord national interprofessionnel sur le sujet. Il y a évidemment les branches qui sont un acteur aujourd'hui très attendu, mais vraiment plutôt sur la question des minima. Donc finalement, la question des salaires effectifs, du salaire réel perçu par les salariés, elle reste quand même dans le champ de la négociation au sein de l'entreprise aujourd'hui. Et donc, encore une fois, je ne vais pas trop vous mettre la pression, mais vraiment, c'est le rôle de cette négociation est vraiment déterminant sur ce point. On va aborder la matinée en trois temps. Un premier temps sur le cadre légal, un deuxième sur le contexte inflationniste, sur les questions donc de perte de pouvoir d'achat, et aussi d'avoir quelques notions autour du partage de la valeur. Et puis une troisième partie plus pratico-pratique sur les enjeux de la négociation, les leviers de négociation.
Et donc, comme a pu le préciser Julie en introduction, il y aura entre ces trois parties un petit temps de questions-réponses, notamment avec la salle, donc et aussi donc avec les personnes connectées à distance, avec l'intermédiaire d'Arnaud, qui essaiera de synthétiser les principales questions. Arnaud aussi, voilà, si tu as en tout cas par rapport à ce qui se passe sur le chat, si tu as, ou toi-même, qui a quand même aussi une grande pratique de ces questions de NAO de rémunération, n'hésite pas à intervenir en cours de discussion. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de garder un peu les questions-réponses pour ces temps d'échange, débat entre chaque partie. Le premier point, c'est qu'on parle aujourd'hui de NAO. En fait, les NAO en tant que telles n'existent plus. Les négociations annuelles obligatoires. Depuis le bloc Repsamen, il y a 3 négociations au périmètre de l'entreprise. La première sur les rémunérations, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée. La deuxième sur l'égalité professionnelle et la QVT, où aujourd'hui les conditions de travail et la qualité de vie au travail. Et la dernière sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, ex-GPEC, aujourd'hui GEPP. Donc la première, on voit finalement le champ est assez large, c'est rémunération, temps de travail, partage de la valeur. Alors dans la pratique, on sait bien que les négociations sur le temps de travail se font généralement c'est une négociation distincte, parce que le sujet est quand même très spécifique, complexe, et peut-être aussi n'obéit pas à la même temporalité. On peut tout à fait comprendre aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une entreprise, en tout cas je le souhaite, j'espère pas pour vous, que vous avez négocié un accord de méthode qui permettrait à ce qu'on ne se voit que tous les 2 ans, 3 ans ou 4 ans sur les rémunérations, alors qu'effectivement ça peut être fait au maximum 4 ans. Par voie d'accord, vous pouvez décider de la récurrence. À défaut d'accord, c'est tous les ans. Donc l'employeur est obligé d'initier une négociation 12 mois après la signature de la conclusion de la précédente négociation, accord ou décision unilatérale. Il est dans l'obligation de convoquer les organisations syndicales représentatives. Comme il faut savoir qu'il y a cette possibilité de prévoir des délais plus longs. Par contre, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, là, c'est pas la loi qui le prévoit, mais vous pouvez le définir par voie de la négociation. C'est plutôt de même réduire ce délai d'1 an au travers de clauses de revoyure, ce qui j'en discutais avec l'un d'entre vous aujourd'hui. Il y a des entreprises qui le font avec 2 modalités, soit généralement qui sont basées sur l'évolution d'un taux d'inflation. On se revoit si le taux d'inflation est supérieur à 5%, 6%, pour renégocier quelque chose d'autre, ou alors une clause qui va déclencher automatiquement un certain nombre de choses, 1% d'augmentation générale, par exemple, ce genre de choses. Donc on est même plutôt dans une accélération aujourd'hui, vu le contexte de la temporalité de la négociation sur les rémunérations. Voilà. 2 points, cette question des rémunérations, donc effectivement, elle est dans cette première négo. Il y a le temps de travail. Le temps de travail, on le voit aussi aujourd'hui, des fois peut rentrer du coup aujourd'hui dans la rémunération, parce que l'employeur, faute de pouvoir accéder à toutes les revendications des négociateurs, va des fois, et on l'a vu, chercher des contreparties en temps de travail. Ça peut être par exemple travailler plus pour gagner plus. Voilà, forfait jour, passer de 205 jours à 210 jours, ou laisser la possibilité pour effectivement aussi permettre là de réévaluer la rémunération, ou alors ça peut être une contrepartie, ne pas limiter les augmentations, mais travailler moins. On l'a moins vu, mais ça se fait aussi. Donc la question de temps de travail, quand même, finalement, rentre un peu là-dedans. On le verra, la rémunération est aussi en lien avec l'égalité professionnelle. Il y a la question des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, soit qui sont abordés distinctement dans l'égalité professionnelle, soit qui peuvent être abordés aussi dans la négociation sur la rémunération. Sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, c'est un peu plus flou, mais là, ça renvoie peut-être à une autre question, qui est la question des grilles de salaire, qui peut être aussi un élément de négociation dans le cadre de la GEPP. Je vous l'ai dit avant, les branches, aujourd'hui, elles sont mises sous pression pour la plupart pour effectivement réévaluer leurs minima, mais pas que leurs minima. La question des grilles de salaire, de la classification, etc., revient encore à la négociation d'entreprise, et là, ça pourrait trouver sa place assez naturellement dans la GEPP. Voilà.
Ce qu'on peut dire encore là-dessus, bon, c'est qu'il y a cette négociation peut se faire. Hein, là, c'est au choix des parties, hein, soit au niveau du groupe, soit au niveau des filiales, des établissements. Hein, et évidemment, si elle est liée au niveau du groupe, il n'y a pas d'obligation de la tenir au niveau des entreprises. Hein, voilà. Donc, il peut y avoir aussi donc ces différentes niveaux de négociation. Deuxième point, donc j'ai parlé avant pas mal hein, des minima ou des grilles de salaire. Hein, la négociation, elle porte bien sur les salaires pratiqués dans l'entreprise. Hein, vous n'avez pas négocié dans les NAO sur les minima, hein, ça relève vraiment des branches, ou sur les grilles de salaire. Ce qu'il s'agit effectivement de négocier, c'est vraiment sur les salaires versés effectivement dans l'entreprise. Et quand on va parler, on le verra tout à l'heure, de salaire effectif, on va pas parler que du salaire de base, hein, mais de tous les éléments de rémunération, hein, dont le variable s'il y en a, les primes sur objectif, mais aussi tous les accessoires, hein, autres primes, tickets restaurants, etc., etc. Et évidemment, même si aussi ça peut faire l'objet de négociations distinctes, et c'est souvent le cas, le partage de la valeur au travers d'un accord de participation ou d'intéressement. Voilà. Et évidemment, du coup, que je le disais, hein, la négociation, les NAO historiques, ça remonte aux années 80. Donc aujourd'hui, le Code du travail est assez muet hein, sur le sujet du cadre de cette négociation. En fait, les éléments qu'on a, ce sont des circulaires hein, qui datent de la mise en place des NAO en 1983. Effectivement, la négociation ne porte pas sur des décisions individuelles, hein, c'est bien une négociation collective et qui doit effectivement, dont le résultat de cette négociation doit porter sur une fraction de la masse salariale affectée à un certain nombre de décisions, hein, augmentation générale, augmentation individuelle, hein, et il faut bien distinguer augmentations individuelles qui sont négociées collectivement, donc qui font bien partie des NAO hein, et qui sont représentées par une fraction de la masse salariale. Hein, vous avez l'habitude, hein, on négocie X% d'AG, d'augmentation générale, on va négocier X% d'AI, hein, d'augmentation individuelle. Donc ça, c'est bien des mesures collectives. En revanche, point de vigilance, on y reviendra aussi un petit peu tout à l'heure, les signatures d'un accord ou décision unilatérale n'empêche pas l'employeur d'exercer son pouvoir discrétionnaire hein, sur la gestion des salaires hein, et de permettre des mesures individuelles salariales vraiment individuelles hein, qui vont au-delà de ce qui est négocié par accord. Donc ça, effectivement, il a cette liberté, hein, il doit se plier à ce qui était convenu par voie d'accord ou au travers de sa décision unilatérale hein, qui vaut engagement, mais il peut au-delà pratiquer des mesures individuelles. Ce point des mesures individuelles, on le verra, il est assez important à avoir en tête parce qu'il faut que vous puissiez vous l'évaluer dans la négociation. Hein, comment est-ce que finalement l'employeur va doser ce qui va accepter comme pourcentage de fraction de la masse salariale qui va négocier de manière donc dans le cadre d'un accord collectif et de ce que lui se garde en fait voilà pour ces mesures discrétionnaires. Donc sur les négociations, hein, comme je le disais, elles ne portent pas que sur le salaire de base, hein, donc elles vont porter sur l'ensemble des éléments de rémunération, dont la part variable, hein, qui peut être en fonction de l'activité relativement importante, toutes les primes d'activité hein, liées au poste, hein, d'assiduité, de panier, de nuit, d'équipe, d'emplacement, hein, ces éléments-là peuvent être revalorisés. Les primes exceptionnelles peuvent être aussi négociées. Comme je l'ai dit, la participation, l'intéressement, les plans d'épargne, les modalités hein, de plan d'épargne salariale et donc PERCO, plan d'épargne retraite, et tous les autres éléments périphériques de rémunération hein, qui aujourd'hui constituent un panel assez large. Hein. J'avais déjà parlé des tickets restaurants, c'est tout ce qui est forfait de mobilité. Aujourd'hui, ça peut être aussi, on ne le cite pas là, mais on le reverra un peu plus tard, le budget des activités sociales et culturelles hein, du CSE, hein, qui peut être revalorisé, hein, l'enveloppe, la fraction de la masse salariale dédiée à la subvention des activités sociales et culturelles peut être un élément de négociation, et il doit y en avoir d'autres. Ce qu'on peut noter par exemple aujourd'hui, qui s'est généralisé, c'est par exemple les indemnités de télétravail.
aussi, hein, qui peuvent être renégociés si vous avez un accord télétravail et si effectivement il y a des indemnités qui sont prévues, ou même s'il n'y en a pas, hein, ça peut être aussi l'occasion effectivement de mettre en place ou de revaloriser ces indemnités. Voilà. Donc après, ça se concrétise. Ça, je pense que la plupart de vous, vous êtes familiers avec cette notion d'augmentation générale. Hein. Donc l'accord va définir une fraction de la masse salariale que l'on va appliquer à l'ensemble des salaires. Alors les AG, aujourd'hui, il y a à peu près deux méthodes. Soit effectivement, c'est X% pour tous les salariés, 2%, 3%, 4% en fonction de la générosité de l'employeur. Mais ça peut être aussi des pourcentages différenciés par catégorie de salariés, par CSP, par tranche de salaire, par établissement, voilà, tout est imaginable à partir du moment où c'est bien collectif et non discriminatoire. Hein. Aujourd'hui, effectivement, on le verra tout à l'heure, hein, sur les questions de pouvoir d'achat, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une enveloppe globale qui est déterminée d'AG, mais avec un pourcentage plus élevé pour les basses tranches de salaire, considérant qu'elles sont plus impactées par le phénomène inflationniste et qui va graduellement descendre. Donc avec un coût global qui serait le même pour l'employeur, mais un effort plus important pour les bas salaires. Une autre tendance qu'on voit aussi, c'est des mesures talons. C'est-à-dire il y a ces 2%, 3% d'augmentation générale, mais pas d'augmentation inférieure à 300 € mensuels, 200 €, enfin voilà, avec un montant défini, ou pour aussi, encore une fois, pour ne pas pénaliser, ou quand même revaloriser un peu plus les bas salaires. Donc les augmentations individuelles, on en a parlé aussi, on définit, et là aussi ça peut être au périmètre de l'entreprise, comme ça peut être par catégorie, hein, quelle qu'elle soit, un pourcentage de l'augmentation individuelle, et il revient bien après à l'employeur de distribuer là, pour le coup, sauf si c'est, à moins que ce soit défini dans l'accord, hein, une méthode de distribution, mais c'est plutôt discrétionnaire, hein, de la part de l'employeur. Généralement, c'est plutôt bâti sur ce qu'on appelle, enfin, sur l'évaluation, les ratings, ce genre de choses. Mais effectivement, là, ça reste quand même à la main de l'employeur. Les primes, alors la question du rattrapage femmes-hommes, on en a parlé un petit peu avant, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'il y a un point légal important sur le sujet. Voilà, et donc voilà, tous ces éléments, on le voit, donc ils peuvent être assez variés au-delà simplement de la question de la revalorisation du salaire de base. Donc, point important sur le déroulé d'une négociation. Donc, évidemment, les organisations syndicales représentatives doivent être convoquées. Hein. C'est bien de la responsabilité de l'employeur d'initier la négociation, hein, et c'est à sa charge de convoquer les organisations syndicales représentatives à la négociation. La première réunion, elle est fondamentale. Et là, pour le coup, le code du travail, n'est pas muet sur le sujet, voilà, est très précis. Et là, on peut que vous inviter à ne pas vous lancer dès la première réunion dans la négociation en tant que telle. La première réunion, c'est une réunion de méthode. Vous devez définir, dans le cadre de cette réunion, le calendrier des réunions, c'est le code du travail qui le dit, et les informations à remettre aux organisations syndicales. Voilà, ça aussi, on reviendra là-dessus. Cette question des informations à remettre, à notre sens, elle nous paraît cruciale pour effectivement que la négociation soit loyale et que vous soyez en capacité de négocier. Voilà, si vous n'avez pas d'informations sur la situation de l'entreprise, sur un bilan DNA de l'année dernière, sur les tendances, effectivement, voilà, vous ne serez pas forcément en mesure de négocier de manière loyale. Donc cette première réunion, elle est importante. Aussi, un autre point important, je pense qu'on le dit là, on doit le dire, je ne sais pas si c'est le slide, mais en tout cas, ça revient un peu dans ce côté un petit peu mise en place. Ce qui doit aussi être discuté, c'est le lieu de la négociation. C'est quelque chose, il doit y avoir un accord sur le lieu de la négociation. Si votre employeur dit, on le voit aujourd'hui, on va négocier par Teams, on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne manière de négocier? Voilà, donc pour ça, la question du lieu, elle est aussi importante, hein, effectivement, que le lieu soit un lieu qui permette des bonnes conditions loyales de négociation, voilà, mais pas effectivement une négociation bâclée, comme ça pourrait être peut-être le cas à distance. Et voilà. Et ensuite, donc effectivement, il y a les réunions de négociation. Hein, ça, vous avez en tout cas pour ça, je pratique l'habitude. Hein, c'est à partir à notre sens de la réunion de la R2 qu'on peut commencer à négocier parce qu'on a reçu les éléments.
Un point effectivement important dans la logique d'une construction d'un rapport de force, c'est à notre sens d'embarquer les salariés, d'embarquer les collectifs de travail. Vous pouvez communiquer pendant les NAO, vous pouvez communiquer sur vos propositions, sur les propositions de la direction. Voilà, vous n'êtes pas tenu pendant cette période au mutisme. Vous pouvez agir et effectivement sensibiliser. Et voilà, après une fois, il n'y a pas de règles spécifiques dans le rapport de force, mais en tout cas faire sentir à l'employeur que vous n'êtes pas seul, voilà, qu'il y a un collectif qui est embarqué avec vous et qui est prêt à faire pression. Et c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que là aussi, vous le savez très bien, et c'est la limite de cette négociation, c'est qu'in fine, c'est l'employeur qui décide. S'il y a accord, il y a accord, très bien, tout le monde est content, très bien. Mais s'il n'y a pas accord, décision unilatérale de l'employeur. Et la décision unilatérale de l'employeur, elle ne l'oblige à rien, à part formaliser un PV de désaccord. Elle n'est pas obligée de prendre des mesures. Elle peut dire on n'est pas d'accord, les OS veulent ça, moi j'ai proposé ça, donc je vais faire 0%. Elle peut le faire. Alors qu'il y a d'autres négociations comme l'égalité professionnelle où même s'il y a décision unilatérale, il y a une obligation de mettre en place un plan d'action avec des indicateurs et tout doit être sous contrôle du ministère du Travail. Pour les NAO, il n'y a rien. Voilà. Donc d'où l'intérêt effectivement pour équilibrer au maximum cette négociation, de travailler sur cette construction du rapport de force en ayant les moyens de négocier, du temps, un calendrier, un lieu bon pour négocier, et les informations, ça on y reviendra tout à l'heure, et encore une fois embarquer à notre sens les salariés. Il y a plein de modalités. On a vu, il y a eu des cas en industrie pétrolière, ou dans le commerce aussi, avec des pneus brûlés, des grèves, etc. Ça peut aller jusque-là, et ça a eu des effets. Mais comme ça peut être effectivement plus simplement par voie de communication, faire pression. En tout cas, je pense que il est important, surtout dans ce contexte-là, d'embarquer, tant que faire se peut, l'ensemble des collectifs de travail. Donc, comme je le disais, la négociation se doit d'être sérieuse et loyale. Alors ça, c'est de manière globale sur l'ensemble des négociations, évidemment, au sein des entreprises. C'est pas un article de la concile du Code du travail, c'est pas uniquement sur les NAO, ça vaut pour toutes les négociations d'entreprise. Donc, trois points là-dessus. Je le disais tout à l'heure, on l'a dit rapidement, évidemment, il faut un PV de désaccord qui va être important. Le PV de désaccord, c'est dans l'hypothèse où il n'y a pas d'accord, le PV de désaccord doit reprendre les dernières propositions des organisations syndicales, la dernière position de la direction, et donc constater qu'il n'y a pas d'accord, et reprendre donc les décisions que va prendre unilatéralement la direction. Il n'y a pas d'obligation de faire d'autres PV, sauf dans un cas, qui est dans le cas où effectivement vous allez négocier dans le cadre des NAO des mesures de rattrapage de salaire entre les femmes et les hommes. Dans ce cadre-là, il y a une obligation de faire un PV de première réunion. Et ce PV peut être stratégique. Si effectivement votre négociation elle est mal engagée, que vous considérez que votre direction n'est pas loyale, qu'elle ne veut pas vous donner d'informations, qu'elle vous dit que dans 2 semaines, il faut absolument qu'on ait bouclé les NAO parce que moi je veux absolument pouvoir avoir sur mes fiches de paye du 1er décembre mes augmentations, etc., etc. Si effectivement vous êtes dans cette situation-là, il peut y avoir un intérêt de rédiger ce PV de première réunion, parce qu'il va pouvoir acter qu'il y a une déloyauté, et auquel cas vous pourriez, et ça se fait, aller devant le juge sur ce point-là, parce qu'effectivement la loyauté c'est une obligation au sein de l'entreprise dans le cas des négociations. On a vu des cas où ça s'est fait et où il y a eu des décisions favorables des juges pour les organisations syndicales. J'ai un exemple, par exemple, en tête, donc dans une entreprise de services numériques, où l'entreprise ne voulait pas donner les éléments par rapport aux variables, qui constituaient une part importante de la rémunération. Les OS sont allés devant le juge et ont obtenu gain de cause et ont obligé, et donc le juge a obligé la direction à communiquer des informations détaillées sur sa politique de prime variable, considérant que pour bien négocier cette partie-là, on a bien vu que le variable fait partie des éléments de négociation, il fallait que l'ensemble des négociateurs aient le maximum d'éléments possibles. Donc voilà, petit point, ça peut même être un élément de stratégie, même si encore une fois vous êtes dans des situations tendues, que vous avez besoin de caractériser ce manque de loyauté. Vous pouvez vous introduire en première réunion le sujet, nous on veut qu'on négocie
le sujet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, parce que, etc., etc. Du coup, obligation de faire un PV. Voilà. Donc, l'engagement sérieux et loyal des négociations, hein, effectivement, c'est cette notion de moyens dont je parlais, hein, on en a parlé avant, hein, fixer le lieu, ça fait partie des moyens, fixer le calendrier, ça fait partie des moyens. Voilà, donc effectivement, là, après, il n'y a pas non plus de logique, hein, de règles, mais vous devez avoir le temps suffisant pour négocier. Hein. On peut présumer que 2 réunions, c'est pas suffisant. Voilà, je ne peux pas dire quel est le bon rythme, hein. Tout dépend des dynamiques, etc. Enfin, en tout cas, il faut pouvoir se donner le temps, voilà, d'une négociation. Hein. En tout cas, si elle se veut loyale, il faut que les parties puissent s'exprimer, puissent trouver des points d'accord, etc., etc. Voilà. Et dernier point, voilà, qui est vraiment fondamental, on l'a déjà dit, c'est la question des informations. Hein. Je reprends l'adage, hein, je crois que c'est Victor Hugo qui le citait, hein, savoir c'est pouvoir. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas. Voilà, hein, donc c'est vraiment fondamental. Et je crois que c'est ma dernière slide, donc sur cette question des informations. Donc là aussi, le code du travail est malheureusement plutôt muet sur le sujet, hein, des obligations de l'employeur en termes de fournir des documents. On doit s'en référer à des circulaires de 1983, hein, mais que la jurisprudence, au fil de temps, a toujours continué à considérer. Hein. Donc vous devez avoir il y a des informations, on va dire, obligatoires à transmettre, hein, la grille des salaires et des classifications. Cette question des salaires effectifs, hein, encore une fois, pas des grilles de salaire, mais par catégorie, la vraie dispersion des salaires, hein, moyenne, médiane, minima, maxima, avoir vraiment ces notions de salaire effectif par catégorie et en prenant garde que cette notion de catégorie soit la plus pertinente possible par rapport à votre activité. Hein. Est-ce que c'est les catégories socio-professionnelles? Est-ce que c'est les grades conventionnels? Enfin voilà, que ça soit pertinent. Comme je vous l'avais dit, le point est important, hein, l'incidence des mesures individuelles sur la masse salariale. Bref, qu'est-ce que l'employeur, de son propre chef, de manière discrétionnaire, en dehors de la négociation collective, a utilisé comme fraction de la masse salariale? Ça vous donne quand même une idée un petit peu de son potentiel finalement. Hein, parce que vous avez peut-être négocié l'année dernière 4%, mais l'employeur, vous allez lui poser la question là-dessus, il va vous répondre, ben moi j'ai 3%, j'ai utilisé 3% de la masse salariale pour des mesures individuelles. Ça veut dire qu'en tout, en fait, son enveloppe d'augmentation, NAO plus mesure individuelle, était de 7%. Hein, donc c'est ce point, il est important, et il y a une obligation à ce que l'employeur vous donne cette fraction de la masse salariale. Il n'est pas obligé de vous donner le détail, à qui il a donné combien, mais en tout cas la fraction de la masse salariale. Et puis évidemment, les informations de la BDESE, hein, ça renvoie à l'articulation avec le CSE. Le CSE est là pour alimenter les négociateurs en information, hein, sur la situation économique, sur la politique sociale. Et effectivement, il y a bien une obligation là de l'employeur de faire en sorte que sa BDESE est à jour, hein, sur tous les indicateurs, notamment relatifs aux rémunérations et à l'égalité professionnelle. C'est pas prévu par les textes, mais il est quand même bien, et c'est quand même un usage, qu'il y ait un bilan des NAO de l'année N-1 qui soit fourni, hein, rien que pour que les organisations signataires puissent vérifier la bonne application du précédent accord ou de la précédente décision unilatérale, hein, qui oblige l'employeur. Alors, on a mis quelques éléments là de ce qui pourrait être dans cet accord NAO. Il peut y avoir des données relatives au secteur. Hein. Généralement, les entreprises vont construire leurs propositions sur la base d'études fournies par des cabinets spécialisés. Hein. Vous pouvez légitimement demander à ce que ces documents vous soient communiqués, hein, ces études produites, pour qu'effectivement vous ayez les mêmes éléments de base pour négocier. Voilà. Bon, la convention collective, le rapport de l'expert, ça on verra un peu plus tard si vous en avez un. Et évidemment, il ne faut pas hésiter à les puiser. Ça va être la bonne transition pour laisser la parole à Marion dans les données macroéconomiques disponibles aujourd'hui sur Internet. Hein, s'agissant de l'inflation, l'INSEE, d'évolution des salaires, la DARES, et puis évidemment dans la presse, hein, en fonction de vos secteurs, pour avoir des informations sur la santé économique, sur la tendance des évaluations de salaire, etc., etc. Voilà, moi j'en ai fini pour cette première partie sur le cadre légal. On va peut-être laisser la parole à Arnaud. Arnaud. Oui, je suis en train de répondre aux questions. Il y a... peut-être en attendant, si j'espère que cette première partie dans la salle, s'il y a des réactions, des questions, des partages d'expériences. Oui, le micro pour les gens à distance.
Non, juste une réaction, parce que je travaille dans un groupe où on a des NAO pour le groupe, pour l'ensemble du groupe, et puis ensuite elles sont déclinées au niveau des entités. Et en fait, quand on arrive au niveau de l'entité, il n'y a plus de marge de négociation parce que les directions disent écoutez, voilà, c'est ça ou c'est rien. Vous avez déjà la chance de bénéficier d'un socle qui a été négocié au niveau du groupe. On peut rien de plus, on n'a pas de budget. Et ça devient la règle chaque année. C'est extrêmement frustrant parce qu'en fait, on rentre dans un cycle de négociation qui, en fait, ne sont pas des négociations au niveau de l'entité. Voilà, je voulais juste faire ce commentaire. Oui, non, la question est intéressante parce que, par rapport à ce que je disais, hein, aujourd'hui, les négociations peuvent se faire au niveau du groupe ou au niveau de l'entreprise. Quand moi je dis au niveau du groupe, c'est bien dans le cadre de l'architecture sociale du groupe. Hein, les négociations peuvent se faire au niveau du groupe quand il y a un comité de groupe et donc quand il y a des organisations syndicales représentatives et une représentativité qui est déterminée au niveau du groupe. Si c'est le groupe en tant que tel, mais qui n'est pas, enfin, en tout cas, votre entité n'est pas une émanation, voilà, je ne sais pas si cette situation-là, a priori, les négociations doivent être totalement décorrélées. Voilà. D'accord. Et donc il y a bien, d'accord. Oui, oui. Oui. Ça, effectivement, du coup, c'est un peu la contrainte hein, de ces derniers textes, voilà, sur la hiérarchie un petit peu des accords, hein, qui fait qu'effectivement, ça peut se négocier l'accord cadre peut être au niveau du groupe. Donc, malheureusement, ça peut que renvoyer, en fait, aux négociations au niveau du groupe, hein, pour donner les marges de manœuvre suffisantes aux négociations au niveau des entreprises ou des filiales. Arnaud? Oui, il y a déjà il y a une question. Alors attends, je suis désolé parce que je suis en train de répondre à plusieurs trucs en même temps. Il y a une question de Laurent sur une clause de revoyure qui n'a pas été respectée dans le cadre de la négociation d'un accord sur les NAO. Et il me demandait qu'est-ce qu'on peut faire si c'est quand c'est pas respecté. Alors moi je disais que j'avais jamais vu ça, que je ne sais pas si ce qu'on peut faire réellement. Je ne sais pas dire les actions en justice qu'on peut entreprendre. Par contre, je serais allé à l'inspection du travail, déjà pour solliciter, pour demander qu'elle enjoigne à la direction d'appliquer. Et puis après, évidemment, la communication aux salariés, mais ça, je crois qu'il l'a bien en tête. Oui, effectivement, hein, l'accord, hein, comme la décision unilatérale d'ailleurs, hein, sont opposables. Hein. C'est pas parce qu'il y a un PV de désaccord. Normalement, le PV de désaccord, il est signé aussi hein, par les négociateurs. Donc, il engage aussi l'employeur hein, à respecter ce qu'il a décidé de manière unilatérale. Donc, on peut que recommander en première instance d'informer l'inspection du travail. Hein. Les accords doivent être déposés hein, auprès du ministère du Travail. Hein, donc, ce sont des documents publics, hein, une obligation de dépôt. Donc, encore une fois, ils sont opposables. Et effectivement, l'inspecteur du travail pourra, dans un premier temps, déjà conseiller les OS et peut-être faire un courrier à l'employeur si nécessaire. Après, le deuxième étage de la fusée, si vraiment il y a blocage, c'est le juge. Hein. Encore une fois, c'est un document contractuel opposable, donc il y a rupture du contrat. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut être faire l'objet d'un contentieux judiciaire. Arnaud, d'autres questions à ce stade-là ou... Il y a une autre question, ouais, juste une bonne question. J'étais en train d'y réfléchir pour y répondre parce que c'est la question d'Hélène. L'idée, c'est de dire les DS peuvent demander à un salarié de les accompagner en négociation, pas de problème. Mais dans le cas où dans une délégation, il y a plusieurs DS d'une même organisation syndicale, est-ce qu'en gros, si j'ai 2 DS, est-ce que je peux inviter 2 salariés ou est-ce que je peux en inviter que 1 pour les 2? Oui, effectivement. Bon, déjà, c'est un point important. Hein. Tu as bien fait de le souligner, de le repérer, parce que dans cette histoire de loyauté et de construction du rapport de force, généralement, vous n'allez pas juste vous retrouver en face à un DRH ou un DG, etc. Vous avez une délégation de direction, hein, 2-3 membres, hein, ça va dépendre, hein, voilà, pour négocier. Donc effectivement, vous en face, il y a pas le délégué syndical peut être accompagné.
La règle, c'est pas de plus d'accompagnants que de délégués syndicaux par délégation. Donc, si vous êtes une délégation syndicale avec un DS, vous pouvez être accompagné par un autre salarié. C'est pas forcément un élu, c'est un salarié, hein, une salariée. Après, petit point de vigilance, hein, si c'est un salarié qui n'est pas élu, c'est pas un salarié protégé. Donc, effectivement, voilà, ça peut être une question importante. Hein, voilà, faire un petit peu attention. Effectivement, encore une fois, en fonction de la température de la négociation, hein, ça peut être bien d'avoir un salarié. Voilà, qui n'a pas de mandat, mais effectivement, pensez un peu à cette question de salariés protégés. Deuxième point aussi, quand on a un mandat, on est tenu à un devoir de discrétion, ce qui peut aussi favoriser les échanges et la communication d'informations. Si vous venez avec un salarié qui n'est pas, pareil, qui n'a pas de mandat d'élu, a priori, il n'est pas sous le coup de ce devoir de discrétion. Voilà. Donc, il y a un petit peu ces deux éléments en tête. En tout cas, on peut que recommander là aussi que chaque délégation soit la plus étoffée possible. Hein. Si vous êtes 2 DS, 2 accompagnateurs, voilà, c'est toute la dimension, y compris psychologique, dans la construction du rapport de force. Arnaud, c'est une troisième, mais peut-être remonter avant de passer à la suite. Et s'il en faut une troisième, je peux vous en donner une troisième. Moi, j'étais en train d'y répondre, mais c'est plus facile d'y répondre à l'oral qu'à l'écrit, je pense. C'est une très bonne question de Christine, parce qu'elle demande est-ce qu'il est mieux de négocier en pourcentage ou en montant. Et en fait, j'étais en train d'expliquer, d'écrire, mais c'est compliqué, donc j'en profite pour répondre, Christine. Bien. En fait, il faut utiliser les deux. Enfin, je sais pas si vous m'entendez bien en salle. Très bien, très bien, très bien. Okay. Il faut utiliser les deux, parce que le pourcentage, en fait, on négocie un pourcentage d'une enveloppe, d'accord? Donc, c'est généralement parce que ça permet de comparer d'année en année, ça permet aussi, ça parle plus aux salariés, etc. Donc, c'est très bien. Mais il faut aussi se poser la question de ce que ça représente en montant. Parce que quand vous négociez plusieurs enveloppes, si vous faites des pourcentages différents, vous savez pas ce que ça représente au global. Or, c'est comme ça que la direction elle raisonne. La direction elle raisonne en euros, en montant, d'accord, pour voir ce que ça coûte, ce que ça représente. Et l'autre point sur le fait qu'il faut négocier en montant, c'est que quand vous négociez un pourcentage d'enveloppe, si vous dites 2% d'augmentation générale ou individuelle ou ce que vous voulez, après il faut se poser la question de ce que ça représente en euros pour la direction, mais est-ce qu'on négocie une enveloppe sur l'année ou sur 9 mois ou sur 6 mois ou sur 12 mois en fonction des dates d'application des augmentations? Parce que là, ça n'aura pas le même coût pour la direction, évidemment. Si vous négociez 2%, mais que c'est 2% sur 6 mois, c'est pas la même chose que si vous négociez 2% que 2% sur 12 mois. Et il est important pour vous de se rendre compte aussi de ce que ça représente en euros, parce que la direction, elle raisonne en euros. On y reviendra là-dessus, je pense. Voilà. Mais je m'arrête là. Merci Arnaud. Je propose de laisser la parole à Marion pour la suite. Ok. Alors, si il fonctionne mon micro, tout le monde m'entend. Ok, je n'étais pas sûre. Donc sur les questions de pouvoir d'achat, hein, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une période très particulière en termes d'inflation hein, depuis 2022, où on a eu un niveau d'inflation très important hein, qu'on n'avait pas connu depuis des années, puisqu'on a eu un taux d'inflation à 5,2% et qui finalement en 2023 est même plus important. On atteint presque la barre des 6%, et donc c'est un taux qui n'avait pas été atteint depuis les années 80. Donc on est vraiment dans une période assez historique de ce point de vue-là, et donc d'où l'intérêt justement d'aller négocier sur les salaires. Alors juste en préambule, hein, on y reviendra peut-être encore un peu après. Moi je sais que c'est une question qui revient assez souvent. Il n'y a aucune obligation légale qui contraint l'employeur à annexer les augmentations en fonction de l'inflation. Voilà, moi je sais que c'est revenu assez souvent. Donc voilà, il faut quand même avoir ça en tête. Et puis pour l'année 2024, hein, on a quand même un niveau d'augmentation qui va rester haut. Et la Banque de France prévoit que cette inflation retomberait autour de 2% à partir de 2025. Donc ça ne veut pas dire qu'il y aura une baisse des prix. Hein, ça va continuer. Il y aura toujours de l'inflation, mais de manière moins importante que ce qu'on connaît en 2022, 2023 et du coup quand même 2024. Donc en termes de négociation, en tout cas s'il y a eu des efforts entre guillemets, hein, on reviendra dessus, mais qui ont été faits en 2022-2023 par rapport aux années précédentes, il faudra continuer à être vigilant sur ces questions-là. Et quand je parle d'efforts, il faudra être évidemment relatif par rapport aux résultats de l'entreprise. Et on a des chiffres qui démontreront que les efforts ont été très très relatifs. Donc cette inflation qui était quand même
très importante au niveau des coûts de l'énergie, hein, et aussi de l'alimentation, donc comme le montre le graphique en haut à droite. Et sachant que en 2022, cette inflation a été limitée, hein, avec le bouclier énergétique en France par rapport à ce qui était observé dans la zone euro. Par contre, en 2023, on voit que cette tendance s'inverse, hein. On a une inflation un peu plus importante en France par rapport à ce qu'observé au niveau de la zone euro. Sachant qu'en 2024, il y a une incertitude aussi, hein, sur l'augmentation du coût d'énergie. Tout dépendra de ce qui est négocié aussi, vous savez, au niveau de l'électricité, au niveau national. Voilà ce qu'on peut dire sur ces questions-là. Donc, il faut vraiment avoir ces chiffres en tête dans le cadre de la négociation. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on a pu voir sur l'élévation des salaires? Donc là, on raisonne en salaire mensuel de base. Donc ça n'inclut pas forcément tout ce qui est variable, prime, etc. Et donc, en orange, vous avez l'augmentation des prix. Et donc, vous voyez, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle des salariés, on a finalement une augmentation des salaires de base qui est inférieure à cette élévation des prix. Donc, certes, vous pourrez voir par rapport à des années antérieures qu'il y a une progression des salaires, mais finalement, ça ne suffit pas pour suivre l'inflation. Donc, on le verra, hein, sur une page suivante, qu'il y a du coup une perte de pouvoir d'achat, hein, pour une grande partie des salariés. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que finalement, en bleu, vous avez les salaires mensuels de base des ouvriers et employés qui finalement progressent plus vite que pour les autres CSP. Toutefois, c'est notamment porté par l'augmentation du SMIC, voilà, qui est finalement encadré, hein, au niveau de l'État, et augmentation du SMIC qui finalement reste quand même bien en deçà de l'inflation, sachant qu'on insiste, hein, sur les bas salaires, c'est aussi eux qui sont plus impactés par rapport à leur reste à vivre. Voilà, on voit que les cadres, hein, ont une augmentation de salaire qui est inférieure. Là, c'est problématique aussi, sachant on sait qu'on a des secteurs avec des gros problèmes de fidélisation. Depuis 2022, hein, après la crise sanitaire, on a finalement un gros rebond des démissions et donc des difficultés aussi de recrutement et de fidélisation au sein des entreprises. Donc ça reste aussi une problématique à prendre en compte. Mais vraiment, à notre sens, il faut quand même avoir un point de vigilance sur les salaires les plus bas, qui du coup prennent de plein fouet, hein, cette inflation. Et quand on regarde par secteur, vous voyez, on a donc l'évolution, hein, des rémunérations sur les 12 derniers mois, et on voit que les secteurs de l'industrie et du commerce ont des augmentations de salaires plus importantes, mais du coup, c'est aussi parce que c'est dans ces secteurs-là qu'on trouve les niveaux de rémunération les plus bas. Voilà, ça s'explique notamment par ça. C'est du coup, on voit finalement des augmentations de rémunération très variables selon les secteurs. Donc, je vous en parlais, hein, tout à l'heure. Vous voyez le graphique en haut à gauche, on voit finalement l'évolution des salaires mensuels, donc par trimestre, et donc depuis 2021, donc même un tout petit peu avant cette inflation importante, finalement, on a une baisse progressive, hein, du pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés. Donc les augmentations qui ont eu lieu en France, hein, depuis même en 2022-2023 n'ont pas suffi pour faire progresser en tout cas le pouvoir d'achat des salariés. Donc typiquement, quand nous on fait des analyses de rémunération pour voir un petit peu l'impact sur les salaires des augmentations, quand bien même il y a eu des efforts entre guillemets faits par les directions, on voit qu'il reste quand même une forte proportion des salariés qui ont eu des augmentations inférieures à l'inflation, et donc du coup qui de fait ont vu leur pouvoir d'achat baisser sur la période. Et donc, juste pour finir, hein, on voit que sur le graphique en haut à droite, hein, qui est source de l'INSEE, on a finalement une augmentation de la part liée au logement aussi dans les dépenses, et que même pour les autres dépenses préengagées, donc ça peut être Internet, le téléphone, où c'est contractuel, hein, on voit qu'on a une progression des dépenses qui sont incompressibles. Voilà, donc c'est aussi à prendre en compte au niveau de ce pouvoir d'achat.
Voilà, donc ici vous avez l'évolution des budgets d'augmentation depuis 2019, donc par des cabinets qui sont des cabinets orientés au niveau comment dire, de l'employeur, hein, qui du coup qui fournissent les budgets et non pas les augmentations réalisées. Hein, c'est quand même à prendre en compte parce que ça peut aussi être sous-estimé puisque c'est à destination des employeurs. Mais on voit que sur les budgets 2022 et budget 2023-24, on a une progression finalement, en tout cas entre 2022-2023, des budgets d'augmentation et une diminution sur les budgets 2024. Donc j'attire votre attention sur un premier point, c'est qu'il y a quand même un effet de décalage entre l'inflation qui a été observée et les budgets d'augmentation qui ont été mises en place, puisqu'il faut attendre 2023 pour avoir une progression des budgets d'augmentation. Donc ça, c'est un premier point. Et en 2024, on a déjà finalement l'impression que les entreprises anticipent déjà une croissance moindre, alors qu'on voit que ce sera toujours important sur 2024. Donc ça, c'est un vrai point d'attention. Et enfin, il faut quand même prendre en compte lors des négociations la temporalité de vos négociations par rapport à l'inflation. C'est-à-dire, si vous avez vos négociations en début d'année, il faut que vous regardiez vraiment l'inflation qui a eu lieu en N-1. C'est-à-dire là, si ça va avoir lieu début 2024, vous regardez vraiment l'inflation 2023. Et si ça a lieu en fin d'année, vous regardez l'inflation à date. Vous avez des chiffres très très facilement sur l'INSEE. Ça, c'est des chiffres que vous pouvez retrouver assez facilement pour, en tout cas, que ça vous aide en termes de levier de négociation. Voilà, ça fait partie des arguments. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces budgets d'augmentation et notamment aussi, hein, on vous invite à suivre l'augmentation du SMIC et l'impact sur vos grilles de salaire. Voilà, sachant qu'on observe qu'avec l'augmentation du SMIC, on a aussi une condensation des bas salaires vers le SMIC et de plus en plus. Ça, c'est aussi à prendre en compte. Dans ce contexte d'inflation, on vous délivre ces chiffres qui sont très intéressants aussi dans le cadre, en tout cas en termes de négociation, puisque ce qu'on remarque au niveau national, c'est qu'on a finalement une inflation qui est fortement liée à la croissance des profits des entreprises. Voilà, donc on parle beaucoup, les côtés employeurs, oui, ce sont les salaires l'augmentation des salaires qui profitent à cette inflation. Maintenant, des données qui ont été fournies par la BCE montrent que les bénéfices des entreprises, ils ont contribué aux 2/3 de l'inflation, alors que les salaires, c'est seulement un tiers. Voilà. Donc c'est surtout les bénéfices des entreprises. Et vous voyez ce très beau graphique en haut à droite qui montre l'augmentation des dividendes et des rachats d'actions depuis 2015 qui ont plus que doublé. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et donc de voir peut-être au niveau de vos entreprises respectives l'augmentation de la marge finalement, puisqu'on se rend compte que beaucoup d'entreprises ont augmenté leur marge et finalement c'est pas tellement les salariés qui en ont profité. Donc voilà, ces graphiques sont en tout cas assez parlants donc même si c'est au niveau national, au niveau des entreprises, on peut retrouver ces dynamiques-là et qui sont finalement interrogées et pourquoi pas partagées au collectif sur la répartition de la valeur ajoutée. Ce qu'on vous montre sur cette page, c'est le montant annuel des exonérations et aussi l'évolution du taux d'exonération depuis 2004. Et ce qui est vraiment parlant, c'est depuis 2012. Hein, vous voyez, on a un taux d'exonération qui a plus que doublé, puisqu'on était à peu près 5% en 2012 et on a plus de 10% maintenant, presque 11%. Donc, on a quand même une marge de négociation qui est importante via ces exonérations fiscales. Donc, juste historiquement, un petit rappel, on avait le CICE jusqu'à 2018 qui finalement a été compensé par les réductions liées sur l'assurance maladie. Donc, voilà, on a des exonérations fiscales qui n'ont cessé de progresser et qui sont en tout cas des leviers de négociation pour revaloriser les salaires en interne. Juste une précision, ce point il n'est pas forcément facile à appréhender et pourtant il nous semble important dans la construction, encore une fois, des leviers de négociation.
Il y a un effet direct de l'augmentation du SMIC. Hein. Vous savez, aujourd'hui, les exonérations de cotisations sociales, hein, ça concerne essentiellement les salaires compris entre 1 et 1,6 fois le SMIC. Et on l'a dit avant, il y a un écrasement aujourd'hui des bas salaires, puisque les augmentations d'entreprise, malheureusement, généralement, ne suivent pas les taux du SMIC. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des salariés qui étaient hier à 1,2 fois le SMIC, qui aujourd'hui se retrouvent au SMIC. C'est ça la situation aujourd'hui. Alors, la situation, elle est là aujourd'hui. Et avec des minima de branches qui sont dans les abysses en dessous du SMIC. Donc, en tout cas, il y a un effet bénéfique aujourd'hui par ricochet pour les employeurs. C'est que comme cette fourchette de 1,6 fois %, elle augmente avec le SMIC. Les salaires, eux, ils restent au même niveau. Donc, le nombre de salaires qui vont pouvoir être bénéficiés de l'exonération augmente. Et donc, en réalité, il y a un taux historique en 2022. C'est pas nous qui le disons, c'est l'URSSAF. C'est une étude de l'URSSAF. Vous pouvez trouver sur le site de l'URSSAF qui dit que le taux d'exonération n'a jamais été aussi important. Et c'est l'URSSAF aussi qui le dit. C'est essentiellement dû à cette augmentation inédite, répétitive, pluriannuelle, d'augmentation du SMIC. Donc nous, ce qu'on peut vous recommander, c'est de questionner, et ça revient à la loyauté de la négociation, questionner votre employeur sur quel a été en 2022 ou en 2023 aujourd'hui les gains qu'il a eu, le pourcentage d'exonération qu'il a eu par rapport au pourcentage qu'il avait l'année passée, il y a 2 ans, et comment est-ce qu'il compte redistribuer finalement cette enveloppe. Je te laisse la parole. Du coup, page suivante. Oui. Pardon. Donc, finalement, quel partage de la valeur ajoutée pouvons-nous faire au sein d'une entreprise? Donc, il faut savoir que le partage de la valeur ajoutée, ça reste quand même un débat légitime, et encore plus dans une période inflationniste où les entreprises vont pour beaucoup augmenter leur marge. Il faut savoir qu'il y a quand même aucune règle qui existe en termes de répartition entre les différentes parties prenantes. Voilà, ça il faut quand même le savoir. Maintenant, on souligne quand même que la richesse créée, elle est aussi grâce aux salariés. Donc voilà, c'est légitime de demander une répartition un petit peu plus, un petit peu plus honnête du point de vue des salariés. Et donc dans le cadre des NAO, les organisations syndicales, elles ont finalement, elles peuvent du coup débattre de ces questions-là. Donc il y a des données, il y a plusieurs étapes pour pouvoir parler de cela au sein de votre entreprise. Donc déjà, il faut mesurer la création de la richesse par l'entreprise. Donc ça peut se faire par différents indicateurs financiers. Donc ça peut être donc l'évolution de la marge, brut ou net. Ça peut être l'évolution de l'EBE et l'EBITDA et de la productivité. Donc il y a déjà ces premiers indicateurs qui peuvent vous servir. Et ensuite, vous pouvez, en deuxième temps, analyser la répartition de cette richesse. Donc ça peut être de différentes manières. Ça peut être une manière de mesurer la rémunération des actionnaires, des dividendes, mais aussi des rachats d'actions, etc. Donc il y a pas mal d'indicateurs possibles. Et peut-être aussi voir les années précédentes déjà ce qui était fait pour voir aussi à quel point tout cela s'accélère, parce qu'on voit des entreprises où la répartition devient de plus en plus inégale également. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Et enfin, de revendiquer la juste part pour les salariés. Donc pour ça, il faut chiffrer, simuler les différentes revendications que vous avez en interne. Et enfin, du coup, rapporter, par exemple, le montant des revendications aux indicateurs économiques. Donc par exemple, vous pouvez revendiquer une enveloppe, un pourcentage par rapport aux dividendes des actionnaires. Voilà, pour finalement montrer que les choses sont possibles. Et donc, c'est les données, notamment dans le premier point sur la création de la richesse, vous pouvez aussi, elles sont collectées lors de l'information consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise. Donc ça, c'est des données que vous pouvez avoir au sein de vos CSE. Et donc ici, on vous a mis un projet de loi. Enfin, c'est une loi qui est en train d'être votée, qui n'est pas encore passée, mais qui est intéressante, même si elle ne résoudra pas tous les problèmes de répartition de la valeur ajoutée. Mais en tout cas, il faut savoir qu'en février dernier, il y a un accord national interprofessionnel qui a eu lieu sur le partage de la valeur, et donc qui du coup en juin a été voté en première lecture.
Voilà, donc on attend qu'il soit également revu et validé. Donc il y a eu des différentes modalités selon les tailles d'entreprise. J'attire votre attention sur le point numéro 3 qui concerne les entreprises d'au moins 50 salariés qui, du coup, prévoient des dispositions spécifiques lors de bénéfices exceptionnels au sein d'entreprise. Voilà, et qui du coup, finalement, oblige une négociation au sein de l'entreprise lorsqu'il y a des bénéfices exceptionnels. Mais donc, c'est pas encore voté, donc c'est à suivre, c'est en tout cas à suivre de près. Oui. Voilà. Très bien. La commission mixte paritaire s'est mis d'accord, c'est ça, là, sur le texte? D'accord. D'accord. Bon. D'accord. Oui, donc je disais que le projet de loi de transposition de l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur doit être adopté définitivement demain à l'Assemblée nationale. Il avait été adopté au Sénat donc courant octobre, il est passé en commission mixte paritaire et normalement on revient à la version de l'accord, notamment en ce qui concerne les entreprises de 11 à 49 salariés sur la mise en place au moins d'un dispositif de partage de la valeur. Donc normalement demain il est voté définitivement. Merci. Donc c'est plus que d'actualité. C'est bon, Marion? Oui. Donc on a fini cette deuxième partie sur le contexte d'inflation, le pouvoir d'achat et cette notion donc qui va être très vaste de partage de la valeur. On a fait vraiment un résumé express. On en reviendra quand même un peu dans la troisième partie. Est-ce qu'il y a des interventions dans la salle? Questions? Non? Oui. Sur la partage de la valeur, là, nous travaillons dans une association, une riche association, parce qu'elle fait beaucoup d'excédents et qu'on a beaucoup de réserves. Est-ce que cette loi qui va être votée demain, on en fera partie parce que nous n'avons pas des bénéfices, nous avons des excédents et c'est totalement différent. C'est une bonne colle. A priori, effectivement, je pense que quand on va parler de bénéfices, moi j'ai pas le texte définitif, mais on parle bien de bénéfices, effectivement. Alors, vous êtes effectivement dans le cadre, vous tombez, vous êtes, même si vous êtes une association, vous êtes bien dans le code du travail, donc c'est bien les négociations collectives, elles sont bien encadrées demain par ce loi, mais effectivement, il n'y aura pas de mesure de bénéfice. Enfin, je sais pas si vous avez un avis différent sur le sujet. Je suis pas sûr que vous serez concerné parce que pour les 11 à 49 salariés, il faut être constitué il y a 3 conditions pour que ça s'applique. Il faut être constitué sous forme de société. Voilà. Ah bon, bah alors là, il ne peut pas y avoir d'accord de participation. Après, ça renvoie effectivement à d'autres négociations. Sur comment est-ce qu'on détermine la valeur. Il y a d'autres des indicateurs. Effectivement, ça peut renvoyer, mais du coup, qui sont vraiment laissés en pleine main du coup à la négociation sur comment mesurer la création de valeur et sa répartition. Effectivement, le sujet associatif n'est pas forcément encadré par ce texte de loi. Arnaud, à moins on va laisser encore une question dans la salle. Juste, on peut revenir sur le chiffre de l'inflation. Vous indiquez 5,8. Nous, en interne, on est à 3,69 quand on regarde les chiffres de décembre 2022 à octobre 2023. Donc, il y a un gros écart. C'est sur 12 mois glissants, là. Les données INSEE sur 12 mois glissants. D'accord. Donc 5,8 sur l'année. Alors là, c'est des données, je pense, d'octobre. C'est les données à date, oui. Ouais, c'est les dernières données INSEE sur l'inflation. Ouais. D'octobre à octobre, donc. Ok, merci. Juste un point là-dessus. Effectivement, il y a des tendances. La Banque de France et d'autres qui prévoient une inflation en baisse. Une inflation en baisse, ça ne veut pas dire une baisse des prix. C'est une baisse de l'augmentation des prix. Donc, premier point de vigilance. Et puis, deuxièmement, ça reste de la prospective. On voit bien qu'on est dans un monde très complexe et que il y a ces prévisions aujourd'hui qui sont anticipées par les employeurs, qui prévoient des enveloppes d'augmentation déjà moins importantes en 2024. On n'en sait rien en fait sur l'inflation. On voit bien que c'est multifactoriel, c'est l'énergie, c'est les prix alimentaires,
c'est les profits, etc. Et voilà, la tendance, même si elle est là aujourd'hui, elle sera à vérifier, à confirmer. On peut que vous inviter à avoir ces données à jour, le jour où vous rentrez en négociation, en fait, hein, parce que ce qui est prévu aujourd'hui sera peut-être plus vrai dans un mois ou dans 2 mois. Arnaud, si tu as le temps. Oui, alors il y a des questions. Alors juste peut-être, il y a une question qui revient plusieurs fois, qui est en suspens, je ne sais pas répondre. Ah bah voilà, peut-être il y avait des données CVS dans la page 16 sur l'inflation, mais Philippe vient de dire CVS, c'est corriger des variations saisonnières. Parce que je ne savais pas répondre à cette question sur les données de l'inflation, et il y a plusieurs personnes qui se demandaient ce que ça voulait dire. Super, merci Philippe. Voilà. L'importance du partage de la valeur ajoutée, j'ai essayé d'appuyer ce que vous disiez dans le chat. Et il y a peut-être une question alors qui n'a pas à voir avec ça directement, mais qui est sur l'égalité femmes-hommes. Je suis en train d'y répondre, mais ça va être plus simple pareil d'y répondre à l'oral. On ne parle pas de l'égalité femmes-hommes dans les NAO, à moins que vous en parliez après. Non, on peut en parler maintenant. Maintenant, ok. Sur les NAO, il existe une négociation spécifique sur l'égalité professionnelle, d'accord, qui englobe tous les thèmes. Donc, on peut parler de l'égalité femmes-hommes dans les REMU, mais il faut faire attention à ce dont on parle. Je m'explique rapidement. Si on parle de la méthodologie, de la façon dont on calcule les écarts de REM, des seuils qu'on peut mettre en place, etc., et tout ce qui est, on va dire, le cadre général pour calculer l'égalité professionnelle, en gros, ça, c'est dans une négo à part, parce que c'est très compliqué et il ne faut pas le traiter dans les NAO. Si on est par contre sur l'égalité entre les salaires, sur la vérification justement des seuils qui sont définis dans le cadre de la négociation spécifique sur l'égalité professionnelle, là oui, on peut parler de la NAO. Mais c'est bien la vérification des écarts dont on parle à ce moment-là. Voilà, et je m'arrête là. Oui, peut-être Arnaud, pour compléter sur ce sujet, parce qu'on l'a dit dans la première partie, hein, les négociations peuvent porter des NAO sur la question donc des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Hein, donc ça renvoie évidemment à l'égalité professionnelle, mais qu'on va traiter que sous l'angle de la rémunération. Donc ça peut se faire, et il y a un intérêt que ça se fasse parce que ça oblige à avoir un PV de première réunion. Hein, encore une fois, c'est un peu en tête. Si vous êtes dans un contexte tendu, ça peut être utile. Ça peut être utile, voilà, si jamais voilà, vous devez faire valoir un manque de loyauté devant l'inspection du travail, devant le juge ou quoi que ce soit. C'est important. Après, je pense que c'est un sujet, il faut être vigilant. Hein. On voit souvent des enveloppes de négociation, des enveloppes de rattrapage qui sont négociées dans des NAO, qui sont pas forcément bâties sur des formules de mesure d'écart ou d'identification de ces écarts clairs. Hein. Alors, des fois, ça renvoie à un accord qui les définit précisément. Des fois, c'est à la main de la direction, voilà, parce qu'il faut une enveloppe de rattrapage, mais sans que ça soit objectivé avec des indicateurs clairs. Et puis, deuxième point de vigilance, c'est que a priori, c'est pas la vocation des NAO. Hein. Les NAO, c'est l'augmentation collective des salaires. Hein. La question des écarts de rémunération, déjà, c'est une obligation de l'employeur. Hein. Travail égal, salaire égal. Ça ne doit pas être ponctionné sur l'enveloppe de NAO, et ça renvoie donc plutôt à une enveloppe spécifique totalement hors NAO qui trouverait plutôt son lieu dans l'accord sur l'égalité professionnelle. Et troisième point qu'on observe quand on fait des études nous de rémunération dynamique pluriannuelle, c'est que un peu de manière inconsciente ou consciente, une salariée qui toucherait donc une augmentation de rattrapage, quelque part, elle risque fortement, statistiquement on l'a déjà vu, avoir moins d'augmentation individuelle. Parce qu'on considère, elle a eu dans le problème de rattrapage, on va pas encore en plus augmenter. Donc vraiment, soyez vigilants. Ça peut avoir un intérêt. Hein, la question, elle est importante. Il faut la traiter. Mais est-ce que c'est le bon moment et le bon outil pour traiter cette question? Voilà, soyez vraiment vigilants sur le sujet. Il y a pas de règles claires là-dessus, hein, mais voilà, petit point de vigilance. Arnaud? Non, écoute, c'est bon, je suis en train de répondre. Je pense que ça va aller comme ça. Continuons, peut-être on verra à la fin. Attends. Non, c'est bon, ok, j'ai rien dit. Prends ton temps. Non, j'essaie de regarder en même temps, ouais, mais je vais pouvoir répondre ça. Ok. Ok, c'est bon. Juste, je vois une question de Christophe sur les niveaux d'augmentation des salaires adultes. Dans ce qui était présenté sur les premières pages de cette partie, on a l'augmentation des salaires par catégorie socio-professionnelle et par secteur sur les 12 derniers mois, et on a les budgets 2024 du coup
d'augmentation. Donc on a a priori le prévisionnel, mais du coup, comme j'ai dit, à prendre avec des pincettes, parce que ce sont des budgets prévisionnels qui ont été faits par des cabinets qui s'adressent aux employeurs. Mais ça donne en tout cas une tendance. Voilà, je ne sais pas si ça répond pleinement à la question, mais ce sont les chiffres. Peut-être juste pour préciser à ce stade, de toute façon, quand on vous enverra le document, hein, toutes les informations qu'on vous communique sont sourcées, hein, donc on peut que vous recommander. Allez par exemple sur le site de la DARES, hein, où vous aurez des données très détaillées par code APE, par activité, hein, des évolutions de salaire de base, hein, où on fait une synthèse là, hein, mais vous pouvez aller chercher. Évidemment, rechercher auprès de ces cabinets, hein, comme Deloitte, Towers. Vous avez les noms là, hein, vous tapez sur Internet, vous allez trouver leurs études annuelles, hein, sur les salaires, hein, vous attendez peut-être plus de détails, puisqu'il y a certaines études qui sont publiques, hein, donc n'hésitez pas à aller les chercher. Il y en a même par secteur d'activité. Voilà, en prenant le temps, on peut quand même trouver aujourd'hui beaucoup d'informations accessibles et disponibles, hein, pour construire votre cahier revendicatif. On passe donc à la suite. Du coup, un petit peu. Alors, les leviers de négociation, hein, là, c'est pareil. Hein, c'est évident de synthétiser un peu de temps. Hein, comme je le disais un peu dans la première partie, hein, savoir ses pouvoirs. Et je pense qu'il est important, hein, aussi d'apprendre un peu de recul, hein, sur l'articulation, pour le coup, qui est pas inintéressante, hein, depuis le bloc Rebsamen, sur le calendrier des consultations obligatoires récurrentes du CSE et le calendrier des négociations. L'idée, alors le code du travail n'oblige à rien là-dessus, hein, mais en tout cas à vous, quand vous négociez un accord de fonctionnement ou un agenda social, de penser un petit peu en termes d'articulation entre le CSE, l'activité, le calendrier du CSE et le calendrier des négociations. L'idée étant que vous allez pouvoir puiser dans les informations remises par l'employeur au CSE, dans les débats qui ont lieu au sein du CSE, dans le rapport de l'expert, si vous désignez un expert, des éléments qui vont vous permettre de construire votre cahier de revendicatif, votre argumentation, etc. Ce qui nous paraît nous le plus évident, notamment, c'est effectivement que la négo, donc NAO, se fasse dans la foulée de la consultation sur la situation économique et financière. On a bien vu, parce que le point fondamental, je pense, d'une bonne négociation, c'est que le diagnostic sur la situation de l'entreprise ou du groupe, hein, de l'activité, soit partagé. Si votre employeur vous dit non, tout va mal, c'est la catastrophe, on va faire etc., ça va pas, on a 0%. Vous constatez par les données que vous avez que tout va bien. Effectivement, la discussion va être compliquée. Donc effectivement, c'est quand même a priori au travers de cette consultation que vous pouvez avoir le maximum d'informations, hein. Il y a une obligation de l'employeur de vous en transmettre, hein. Si vous mandatez un expert, il va pouvoir aller plus loin, hein, que ce soit au périmètre de l'entreprise, mais aussi du groupe, de la société mère, etc. Parce que souvent, mesurer la richesse, hein, qui est une des grandes questions, hein, si vous êtes une filiale, ça va être très compliqué à déterminer, parce que voilà, il va y avoir des remontées de cash, etc., qui vont faire que le revenu comptable au périmètre de votre entreprise ne veut pas dire grand-chose. Donc, il faut pouvoir avoir la vision groupe, etc., etc. Donc, voilà, ce qu'on peut vraiment vous recommander, c'est en tout cas d'articuler au mieux ces consultations, hein, ce qui peut être valable pour les deux autres, hein. La GPEC, elle est plutôt en lien avec la consultation sur les orientations stratégiques, hein. On se projette, hein, dans les 3 années à venir, et donc effectivement on construit des parcours professionnels, etc., etc. Et la politique sociale, c'est plus lié à la qualité de vie au travail et qualité professionnelle, mais ça peut être aussi lié, hein, à la limite, on aurait pu mettre politique sociale un petit peu plus à gauche, parce qu'effectivement, ça peut aussi vous donner des indications sur la structure de rémunération, sur la dynamique de rémunération, hein, la politique sociale, avec ou sans experts, et peut-être aussi pour identifier, par exemple, les oubliés. Hein, si vous avez une entreprise, et il y en a quand même encore beaucoup qui ne pratiquent que des AI, hein, des augmentations individuelles, c'est quand même bien d'avoir une vision sur les salariés qui n'ont pas été augmentés depuis 3 ans, par exemple. Et ça, effectivement, c'est plutôt l'objet de la consultation sur la politique sociale, dans laquelle, effectivement, la politique salariale a toute sa place. Voilà, donc effectivement, bien penser à cette articulation entre consultation et négociation. Un point important, et c'est Arnaud a commencé à ébaucher le sujet avant, hein, c'est que l'employeur, quand il vient face à vous, il a que sa calculette, hein, il a que sa calculette,
Et là aussi, il y a une autre difficulté, c'est qu'il faut qu'on s'assure qu'on parle des mêmes choses. Parce que quand on parle de rémunération, on va dire il va y avoir la rémunération, il va y avoir la vision salarié, rémunération nette, alors, avant impôt, parce que après on ne pourra pas nous, en tout cas voilà, lui il va être plutôt en rémunération nette. Vous, a priori, peut-être en tant que négociateur, vous allez être raisonné en rémunération brute. Et puis lui, l'employeur va rémunérer en coût chargé, hein, donc salaire brut, plus cotisation patronale, etc. Et donc effectivement, il va falloir que bon, je vous l'ai dit, l'employeur, il a tout de suite sa calculette, il va transférer les pourcentages en montant, etc., pour savoir s'il est dans son enveloppe. Vous devez pouvoir effectivement anticiper, hein, et comprendre quand vous faites revendication, comment on va le traduire, quel va être le coût en fait pour l'employeur. Hein, parce que si vous raisonnez en net, voilà, là on a par exemple l'exemple 3, hein, c'est donc un salaire net un salaire brut à 60 000 euros. En fait, ça revient à 47 000 euros brut annuel pour le salarié, mais ça revient à 84 000 pour 85 000 quasiment pour l'employeur. Donc, effectivement, voilà, quand on va dire X% de la masse salariale, il faut qu'on puisse parler des mêmes choses et a priori plutôt du coût chargé. Donc ça c'est la première chose à voir. Alors il y a pas c'est pas une règle mathématique, hein, ce transfert de salaire brut, cette conversion de salaire brut en salaire net ou en salaire coût chargé. Il y a des taux sont variables, hein, on en a parlé un petit peu avant, vous le voyez ici. Donc là ce qu'on peut vous recommander, c'est soit demander à l'employeur, hein, quels sont lui les taux qu'il applique dans ses simulations. Hein, il va appliquer des taux différents par tranche de salaire. Voilà, et donc ça serait assez loyal que vous puissiez disposer, lui, de son outil de simulation pour effectivement, encore une fois, parler des mêmes choses. Hein. C'est tout l'enjeu de la négociation. Il faut qu'on puisse parler la même langue, hein, et disposer des mêmes outils. Sinon, on va pas arriver à s'entendre. Ça, c'est le premier point. Enfin, donc, ça, c'est une première manière de faire ça. Sinon, ce qu'on peut vous recommander, c'est d'aller sur le site de l'URSSAF, où il y a des simulateurs qui sont relativement simples d'utilisation. Hein. Alors après, ça peut être assez détaillé, mais en tout cas, pour avoir un petit peu une vision grosso modo de ces pourcentages, hein, schématiquement, hein, les cotisations patronales, ça va de 0% au SMIC à 1,5, voire un petit peu plus pour les hauts salaires. Voilà, ça c'est très très basique. Après, effectivement, si vous voulez affiner, vous pouvez aller sur le simulateur des URSSAF qui peut vous donner cette vision. Deuxième point important, donc ça finalement, ça va concerner ce graphe de droite, de gauche plutôt, tous les éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales, hein, de manière classique. Mais il y a des éléments les règles d'assujettisation ne sont pas les mêmes en fonction des éléments de rémunération. Déjà, on a vu que le premier point, c'est qu'il y a des exonérations importantes pour les salaires entre 1 et 1,6 fois le SMIC, hein, donc avec un coût employeur qui sera très proche du coût du salaire brut et très proche même du salaire touché effectivement par le salarié, hein, quasiment une égalité. Mais il y a d'autres éléments de rémunération qui vont obéir à d'autres règles. Donc là, on prend l'exemple sur le graphique de droite pour une mesure négociée à 200 euros brut. Si on prend par exemple le budget des activités sociales et culturelles, c'est totalement exonéré. Et exonéré de cotisations, exonéré d'impôts sur le revenu, etc., etc. Donc, ce que va toucher par le salarié via des chèques cadeaux, des chèques vacances, on en parlera tout à l'heure, sera strictement équivalent à ce que ça va coûter à l'employeur. Hein, donc c'est égal. Et puis après, il y a des intermédiaires comme les questions d'abondement à la participation et à l'intéressement. Hein. Vous savez que quand vous avez un accord de participation ou d'intéressement, l'employeur peut décider par voie d'accord ou de manière unilatérale à verser un supplément de participation ou un supplément d'intéressement. D'ailleurs, ça peut être sans attendre les résultats de la loi sur le partage de la valeur, hein, et ses décrets d'application. Aujourd'hui, déjà, l'employeur a des outils, hein, pour partager les bénéfices exceptionnels, hein, qui ne seraient pas pris en compte dans les modalités de calcul de la participation, de l'intéressement. Et donc, ces éléments d'abondement, participation, intéressement, au terme de cotisation sociale, ne sont uniquement assujettis qu'au forfait CSG, CRDS. Donc là aussi, du coup, il y a un petit écart, hein, ça va coûter un peu plus cher à l'employeur,
mais sans commune mesure avec ce que peut être un élément de rémunération totalement assujetti comme une prime. Et juste encore une parenthèse sur l'abondement, ce qu'il faut aussi avoir à prendre en compte, c'est comme des éléments de participation et d'intéressement, c'est que c'est des éléments que l'employeur va pouvoir déduire de son bénéfice fiscal. Donc, ça, en fait, même s'il a déjà, bon, ça a un coût moindre pour lui comme mesure qu'une mesure traditionnelle sur le salaire. En plus, il va avoir de répercussions en termes d'allègement fiscal, puisqu'il va pouvoir le déduire de son bénéfice fiscal. Voilà, donc effectivement, avoir vraiment cette logique en tête quand vous construisez vos cahiers de revendication. Après, voilà, chacun a ses méthodes. Nous, on peut que vous recommander de vous préparer votre petit simulateur Excel, chacune de vos mesures, vos pourcentages, pour arriver effectivement, comme l'a très bien dit Arnaud avant, hein, à un moment, l'employeur, il va raisonner en euros. Hein, et voilà, il sait qu'il a X 1000 K euros de disponibles. Hein, et il faut effectivement que vous puissiez apprécier ça, comprendre, et du coup voir un petit peu comment vous pouvez, quel est le cocktail de mesures que vous pouvez proposer dans ce cadre-là, ou aller plus, hein, mais en tout cas, enfin, comprendre en tout cas, lui, comment ça fonctionne dans sa tête, quoi. Hein. Sinon, effectivement, encore une fois, la négociation, le dialogue, il risque d'être assez stérile. Donc, effectivement, on l'a dit en première partie, hein, on va pas négocier que des augmentations générales ou des augmentations individuelles. C'est évidemment le cœur de la machine, c'est évident, hein, et c'est, ben voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais effectivement, il y a un ensemble de mesures et des mesures avec des caractéristiques différentes. C'est pour ça qu'on vous propose de les répartir là suivant une matrice. La première niveau de matrice, hein, si on regarde l'axe vertical, hein, c'est que vous pouvez négocier des mesures pérennes, c'est-à-dire qui sont acquises une fois pour toutes, et des mesures ponctuelles. Donc, mesure pérenne, la plus basique, c'est l'augmentation du salaire de base. Hein, voilà, vous pouvez pas gagner moins. Donc, quand vous gagnez 1%, 2%, 3% d'augmentation du salaire, c'est un acquis définitif. Enfin, sauf s'il y a un accord de performance collective, enfin a priori définitif. Voilà. En tout cas, c'est une mesure pérenne. Et ça vaut aussi pour les augmentations individuelles. Hein, quand c'est l'augmentation individuelle, en tout cas, quand c'est une action en pourcentage sur le salaire de base, hein, quel que soit son mode de distribution, c'est une mesure pérenne. D'autres mesures pérennes, ce sont les tickets restaurants, le budget, donc qui était sur lequel on a parlé, et le forfait mobilité. La liste n'est pas exhaustive, hein, mais on a pris les principaux. A priori, quand vous négociez un passage du ticket restaurant de 10 € à 10,50 €, voilà, on va pas revenir dessus. Et ça va se cumuler tous les mois, c'est un gain. Budget ASC, ça c'est le code du travail est très clair. Hein. Si vous négociez un passage d'une enveloppe de 0,6 à 0,7% de la masse salariale, par exemple, l'employeur ne pourra plus revenir en arrière sur ce pourcentage. Voilà. Voilà. Là, il faut, enfin, c'est un point un petit peu annexe, hein, et un petit peu subtil. L'ensemble des dépenses sociales de l'employeur, hein, que ce soit via le budget des ASC, mais aussi ce qu'il peut lui-même financer, crèche, restauration collective, etc. Cette enveloppe globale, donc de l'effort social, de dépenses sociales de l'employeur, ne peut pas être en baisse en pourcentage, en fraction de la masse salariale. Donc, point important, mais donc a priori, si vous négociez un pourcentage d'augmentation des ASC, c'est un acquis. Voilà. Et les forfaits mobilité, comme ça se négocie par accord, on en parlera à peu près tout à l'heure aussi. Voilà. Donc, mesures pérennes et donc mesures ponctuelles. Hein, on a vu les primes, hein, primes exceptionnelles, subjectives, primes de partage de la valeur. On en a parlé un petit peu avant. Ces tendances. Enfin, nous, on a quand même des données comme quoi ça s'est pas si bien déployé que ça. Hein, la prime de partage de la valeur. Voilà, c'est bon. Et là, pour le coup, effectivement, les primes, c'est sympa, mais ça tombe une fois. Hein, ça tombe une fois. L'année prochaine, non, c'est pas. Et voilà, puis c'est une fois, donc c'est bien, ça me libère dans les pays, etc. Mais voilà, effectivement, ça reste une mesure ponctuelle. On a identifié aussi la question d'abondement, on a parlé avant de la participation à l'intéressement, qui elles aussi sont des mesures ponctuelles. Donc effectivement, bien dissociez-vous dans vos priorités ces questions de mesures pérennes ponctuelles. Hein. Évidemment, ça tombe un peu sous le sens de quand même donner la priorité aux mesures pérennes. Hein. Voilà, mais effectivement, dans le cocktail du cahier revendicatif, à avoir un petit peu cette vision-là, que vous pouvez croiser avec ce qui est des mesures non assujetties ou assujetties partiellement aux mesures assujetties. Parce que là, du coup, l'impact en termes de co-employeur va pas être le même. Vous allez négocier, par exemple, encore une fois, les tickets restaurants, ça va pas coûter plus cher que ce que ça va donner de plus aux salariés. Hein, vous négociez, voilà. Donc, le coût est finalement assez réduit. Idem pour le budget des ASC.
Par contre, effectivement, une prime hors prime de partage de la valeur, donc une prime classique, exceptionnelle sur objectif, c'est plein pot en termes d'assujettissement. Donc cotisation sociale, on a vu chargée, qui peut représenter jusqu'à 50% de plus, voire même un peu plus des fois, que en fonction des conventions collectives, que le montant brut. Voilà, vraiment avoir ces éléments en tête quand vous allez construire votre cahier de revendications. Point aussi qu'on note quand même, alors là c'est plus, je m'intéresse peut-être plus aux syndicalistes, mais c'est que il y a quand même la question aujourd'hui avec tous les sujets en lien avec le financement des caisses de retraite, etc. On voit bien que l'État, en tout cas l'année dernière, avec la loi pouvoir d'achat, a quand même favorisé des mesures ponctuelles non assujetties, la prime partage de la valeur, dite prime Macron, on en parlera, on reviendra un peu plus dessus en détail. Donc mesures ponctuelles non assujetties, ça veut dire à la fois qu'elles vont pas rentrer dans le calcul de votre assiette de cotisation aux caisses retraite, et elles ne vont pas générer de rentrée dans les caisses de retraite. Voilà. Effectivement, je pense qu'il y a aussi, je sais qu'en tout cas que les syndicats se positionnent aussi, et très légitimement sur cette question-là, effectivement, d'avoir quand même un juste équilibre, alors qu'encore une fois, très clairement, l'année dernière, la loi pouvoir d'achat était très orientée sur des mesures exceptionnelles non assujetties. Un peu paradoxalement, dans une période où on se pose des questions sur effectivement le problématique de financement des caisses de retraite. Voilà. Je te laisse la parole. Justement, sur cette pérennisation de la prime Macron, donc plusieurs choses. On a eu l'instauration de cette prime du coup en 2022 donc du coup qui était qui pouvait être versée à hauteur de 3 000 euros maximum, quelle que soit la rémunération des salariés. Ça c'est quand même important de le rappeler. Et il y avait un plafond qui était porté à 6 000 euros si un accord d'intéressement est déjà mis en vigueur au sein des entreprises qui sont soumises de manière obligatoire à un accord de participation, ou si un accord d'intéressement ou de participation a été conclu dans les entreprises qui n'y sont pas soumises. Donc, il y avait, comme l'a dit Olivier, les avantages fiscaux pour les entreprises comme pour les salariés. Donc, avec une vraie concurrence au dispositif d'intéressement jusque fin 2023. Les salariés qui gagnent moins de 3 fois le SMIC bénéficient jusqu'au 31 décembre 2023 d'une exonération d'impôt sur le revenu, entre autres. Maintenant, ce dispositif, il va perdre un peu son intérêt, même beaucoup, en 2024, puisqu'il n'y aura plus d'exonération d'impôt sur le revenu et de CSG, CRDS, donc quelle que soit la rémunération du salarié. Voilà, donc jusque-là, c'était intéressant, mais ça restait, comme le disait Olivier, une mesure ponctuelle, mais et avec les limites dans le cadre des réflexions sur les financements des caisses des retraites. Mais 2024, c'est peut-être un dispositif moins intéressant pour les salariés. On vous rappelle quand même comment la mettre en place, même si ce dispositif perd son intérêt, mais c'est un accord d'entreprise ou de groupe et une décision unilatérale de l'employeur qui peut du coup au préalable consulter le CSE. Donc concernant les ASC, donc qui sont prérogatives notamment du CSE, on vous en a mis les principaux, donc les chèques cadeaux, donc qui sont pour ces quatre dispositifs qui sont exonérés de cotisations sociales et pour le coup qui peuvent être pérennes. Donc il y a en premier le chèque cadeau. Donc on vous a mis la description. Je sais pas si c'est utile de revenir sur chacun, sur la description de chacun, mais en tout cas voilà, pour la plupart ils ne sont pas soumis à cotisation URSSAF. On a mis juste un bémol sur les chèques cadeaux. Donc c'est dans la limite du bon à 5% du PMSS, donc 183 € en 2023. Avec finalement quasiment aucune limite pour chacun des dispositifs sur la distribution de ces modalités. Voilà, donc c'est quand même des dispositifs qui sont intéressants, même si voilà, ils sont exonérés de cotisations sociales. Donc ce qui a
bon côté pour des mesures, on va dire ponctuelles, enfin pas ponctuelles puisqu'on a dit que c'était pérenne, mais sur un pouvoir d'achat immédiat, mais du coup qui ne rentre pas sur le financement des caisses de retraite. Donc vous avez les chèques cadeaux, les chèques culture, les chèques vacances et aussi le secours qui est peut-être moins connu mais qui fait partie de ces modalités. Peut-être juste rajouter, hein, on s'est permis de mettre cette petite slide sur les ASC parce que c'est pas forcément quelque chose auquel on pense en négociation. On répète bien, hein, c'est pas la panacée parce que c'est pas assujetti. Après, il y a aussi, bon, ça peut être intéressant. À notre sens, c'est un peu la cerise sur le gâteau, hein, ça vient un peu en plus parce qu'après, du coup, il faut aussi être un peu vigilant. Bah, ça transfère quelque part la responsabilité de distribuer la rémunération au CSE, parce qu'il n'est pas forcément sa vocation. Hein. Donc, effectivement, dans les équilibres, c'est un petit plus, mais c'est comme de la gestion en plus. Pour un CSE, en plus c'est encadré, voilà, on peut pas distribuer tout et n'importe quoi, n'importe quelle manière, etc. Donc il y a de la complexité, il y a de la responsabilité aussi du coup pour le CSE, hein, donc point de vigilance, c'est bien, mais voilà, ça résout pas tout, hein, voilà. C'est une petite composante du cocktail, hein, c'est un petit peu la crème sur le café. Concernant donc la négociation sur les frais professionnels et avantages en nature, donc on vous met quelques exemples, hein, dont certains ont été améliorés par la loi pouvoir d'achat d'août 2022. Donc on a la revalorisation des titres restaurants, dont du coup qui permet, la distribution n'est pas obligatoire, hein, mais ça permet de répondre aux obligations de l'employeur en termes de pause déjeuner des salariés. C'est un premier point. Et donc, la prise en charge, pour rappel, hein, la prise en charge des titres restaurants par l'employeur, elle est comprise entre 50 et 60%. Et on vous a mis l'évolution justement de cette limite en 2023 par rapport à 2022 pour vous montrer justement que donc cette prise en compte donc de valeur de titre restaurant, donc c'est une valeur entre 11,52 € et 13,82 € le titre restaurant pour rentrer dans ce dispositif. On a aussi l'aide à la mobilité et le remboursement de toute partie du coût de déplacement domicile-travail. Donc, l'employeur prend en charge au moins la moitié de l'abonnement à un transport public et cette part peut aller jusqu'à 75% depuis août 2022. Donc, c'est pas forcément pas forcément su par tout le monde, donc c'est peut-être bien de le préciser. Et cette prise en charge, elle est exonérée d'impôt sur le revenu et se cumule avec le nouveau forfait mobilité durable. Voilà. Donc ça, c'est quand même important de le savoir parce que je crois que dans le collectif, on est resté sur les 50% et en fait, ça peut monter jusqu'à 75%. Et il y a aussi le dispositif de chèque emploi-service. Donc l'employeur peut verser jusqu'à 2265 € par salarié par année civile, sous réserve que les frais engagés s'élèvent au moins à ce montant. Voilà, donc c'est aussi le dispositif qu'il faut bien avoir en tête parmi justement les frais professionnels et avantages en nature. D'accord. Donc concernant donc le forfait mobilité durable, donc là on met des aides financières à l'employeur pour des déplacements domicile-travail, donc avec différents modes de transport éligibles. Donc le vélo, le covoiturage, les transports en commun évidemment, mais aussi la marche. Voilà, ça fait aussi partie. Donc avec des plafonds d'exonération qui ont été rehaussés par la loi de finances rectificative, puisque en 2021 on était à 500 €, c'est passé à 700 € et c'est même passé de 600 à 800 s'il y a un cumul avec la prise en charge obligatoire de 50% du titre du prix des titres d'abonnement de transport en commun. Voilà, donc on vous a mis l'évolution de ces montants d'exonération, de ces plafonds d'exonération. Et donc pour la mise en place justement de ces forfaits mobilité durable, pour qu'elles s'appliquent dans le cadre des NAO, hein, donc on vous conseille vous du coup de faire un diagnostic. Hein, qu'est-ce qui se passe au sein de votre entreprise, quels sont les modes de transport qui sont utilisés, etc. Donc de faire un diagnostic, de fixer des ambitions et de proposer des objectifs de report, hein, de mode de transport. Donc par exemple, moins utiliser la voiture pour plus utiliser le covoiturage ou le vélo.
On connaît souvent ces reports-là. Et surtout de faire un suivi dans le temps, de voir effectivement est-ce que la mise en place de ces forfaits mobilité durable permettent de faire évoluer aussi les pratiques, puisque c'est quand même leur objectif. Donc notre recommandation, hein, c'est quand même d'ouvrir ces remboursements à l'ensemble des modes éligibles à l'exonération, pas en fixer certains, de mettre en place de manière assez large, et une prise en charge supplémentaire donc à ce forfait de mobilité durable qui peut également être proposé à l'achat d'équipements. Voilà. Donc on a entendu pas mal d'entreprises qui mettaient des aides à l'achat de vélos électriques, etc. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Et d'utiliser aussi des moyens de suivi simples. Donc que ce soit des déclarations sur l'honneur, des montants forfaitaires conditionnés à la pratique des salariés, etc. Voilà ce qu'on peut vous dire. Et peut-être voilà, concernant le covoiturage, la mise en place, enfin le développement du covoiturage. Donc ça c'est peut-être plus valable sur des entreprises en province. On sait que c'est plus utilisé en tout cas qu'en Île-de-France. Hein. Mais l'entreprise peut mettre en place le développement d'une interface interne de mise en relation des salariés pour le covoiturage. Voilà, en tout cas, l'idée de la mise en place de ces forfaits de mobilité durable, c'est aussi que l'entreprise puisse privilégier, enfin en tout cas aider les salariés à privilégier d'autres modes de transport. Est-ce que c'est cumulable avec l'abonnement, les prises en charge pour les transports en commun? Si par exemple on paye déjà 50% de l'abonnement au transport en commun, est-ce qu'on peut on peut cumuler la mobilité durable? C'est-à-dire que si vous venez, je sais pas, 3 fois par semaine en bus, en métro, en tram, et puis que les 2 autres jours suivants vous venez en vélo, est-ce que c'est cumulable les deux? Mais c'est ce qui indiquait le plafond d'exonération. Hein, il prend en compte le cumul de la prise en charge obligatoire des prix de transport public, hein, quel qu'il soit, RATP, SNCF, etc. Et donc d'une mobilité entre guillemets verte, indéterminée. Hein. On prend son vélo électrique pour aller jusqu'à la gare, etc., ou de covoiturage, etc. On peut cumuler les deux. Voilà. Juste une particularité, hein, donc c'est un point de négociation assez récent. Hein, c'est issu de la loi climat 2021-2022 et qui bizarrement en fait ne figure pas dans le champ de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur. Il figure dans le champ de la négociation sur l'égalité professionnelle. Voilà, c'est le point 7 je crois qui était rajouté dans le code du travail sur la question de l'égalité professionnelle et qualité de vie au travail. Mais en tout cas, il y a bien du coup, ce qui est intéressant quand même à savoir là-dessus, parce qu'on rentre bien dans le champ des négociations d'entreprise annuelles obligatoires. Donc en tout cas, l'employeur est obligé de mettre ce point-là à l'occasion des NAO ou à l'occasion de la négociation sur l'égalité professionnelle sur l'établi pour en débattre. Voilà. Donc bon, assez naturellement, effectivement, on peut penser, rien ne n'empêche, comme dans les NAO, on peut traiter des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, on peut très bien intégrer ce point de négociation. Voilà, mais n'oubliez pas effectivement de dire que c'est bien inscrit dans le code du travail. Donc il y a bien une obligation de l'employeur d'initier une négociation sur ce sujet-là. Et l'employeur peut dire, moi, le covoiturage, je veux pas en entendre parler, ça sera que vélo ou que trottinette ou. C'est de la négo après. C'est la négo. Parce qu'on va dire la voiture, quoi qu'il arrive, ça reste quand même. Oui. Et c'est sur l'honneur. Après, c'est une déclaration sur l'honneur. Voilà. Oui, alors après sur les modalités précises, on n'est pas forcément là. On peut éventuellement creuser le sujet, parce qu'effectivement, ça renvoie à l'accord. Il faut savoir que de toute façon, sur toutes ces mesures non assujetties, qui va être le gendarme derrière, c'est l'URSSAF. Une entreprise, sa plus grande frousse, c'est le contrôle l'URSSAF. Donc généralement, elle va être assez créative quand même pour créer les bons garde-fous sur ce sujet. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la mobilité. Donc là, voilà, on est revenu un petit peu sur les mesures ponctuelles qui nous semblent des fois un peu moins connues. On n'est pas revenu de manière globale sur les augmentations de salaire de base. Je pense que ça, il n'y a pas trop de sujet. On en a parlé largement au début. Voilà. Donc pour résumer, nous, vous l'avez compris, on vous invite vraiment, avant d'entamer une négociation, vraiment de la préparer. Avec votre CSE pour acquérir les informations, avec votre expert, si vous en avez un, n'hésitez pas à le solliciter sur ces sujets-là. C'est juste une parenthèse, il n'y a pas puisqu'on est expert, donc il n'y a pas d'expertise légale sur la négociation en lien avec la négociation sur la rémunération. Il existe une expertise légale en lien avec l'égalité professionnelle. Dans le cadre, si vous êtes dans une négociation d'un accord égalité pro,
vous pouvez mandater de manière légale un expert qui sera financé par défaut à 80% par l'employeur et 20% par le CSE. Dans le cadre des NAO, il n'y a pas d'expertise légale, hein, mais vous pouvez quand même être accompagné. Mais surtout, vous pouvez utiliser les travaux de l'expert dans le cadre de consultation. À notre sens, c'est vraiment là qu'il faut solliciter l'expert. Hein. L'expert, il est là pour le CSE, et le CSE, il est là pour le dialogue social dans l'entreprise. Donc, il est là pour servir aussi les DS. Hein. Donc, par ricochet, l'expert, il est là aussi pour effectivement favoriser et alimenter ces négociations. Donc, vraiment, cette quête de l'information, elle est vraiment prioritaire en interne avec le CSE, donc pour obtenir le document de l'entreprise. En externe, on l'a vu hein, sur les différentes sources d'information, INSEE, DARES, cabinet, grand cabinet d'employeurs, sur des études de REM, revues spécialisées, études spécialisées sur vos secteurs d'activité, etc., etc. Les fédérations syndicales, évidemment, hein, qui sont aussi une source d'information que leurs études, les branches, etc., etc. Enfin, en tout cas, venez avec un gros dossier, quoi. Venez avec un gros dossier, parce qu'encore une fois, voilà, une négociation, c'est aussi une guerre de l'information, hein. Non, j'ai raison, tu as tort, je suis pauvre, mais non, tu es riche, etc., etc. Voilà, hein, il faut pouvoir apporter des éléments pour démontrer que voilà, si effectivement l'employeur dit bah non, je suis pauvre, je peux pas, j'ai pas le sou, et que vous en face vous pouvez rien dire, okay. Voilà, c'est end of the game. Voilà. Donc effectivement tous ces points, on va pas les détailler. Hein. On a parlé quand même effectivement. Je reviens sur ce point qui est pas évident, qui est pas beaucoup abordé aujourd'hui, mais cette question quand même de la manne des exonérations de cotisations sociales. Hein, je pense que c'est un point très important aujourd'hui qui passe un peu sous le radar. Mais qui est factuel, hein, surtout si vous êtes dans des activités où la structure des rémunérations est plutôt portée vers le bas, et ça renvoie quand même au sujet majeur aujourd'hui, hein, qui n'est pas résolu hein, ni par les branches, ni par l'État, et peut-être un petit peu, enfin du coup, ça renforce encore le rôle de l'accord entreprise, hein, c'est la question de l'écrasement de la grille des salaires, hein, on en a parlé avant, mais voilà, qui est quand même un phénomène aujourd'hui structurant, hein, voilà, il y a plein de nouveaux smicards tous les jours en fait. À chaque augmentation du SMIC, aujourd'hui, il y a plein de nouveaux SMICards. Voilà, hein. Donc, vraiment, le sujet, et ça renvoie aux travailleurs pauvres, etc., etc. Bon, on n'est pas là pour entrer dans ce débat. Mais effectivement, ce point, je pense qu'il peut vraiment être intéressant. La structure de rémunération, il y a un petit point aussi, on n'a pas parlé un peu dans cette guerre de l'information. On vous a dit, regardez la BDSE. Dans la BDSE, il y a un indicateur obligatoire en fonction de la taille. Le total des 5 plus hautes rémunérations et le total des 10 plus hautes, ou le total des 10 plus hautes rémunérations. Vous devez avoir cet indicateur pour les 2 années passées. Donc regardez, si ça monte comme ça, si c'est flat, etc., ça peut être un levier. Généralement, c'est plutôt ça monte. Voilà, il n'y a pas de règle, hein, voilà, mais après, voilà, mais en tout cas, ça peut être une information, en tout cas une tendance aussi, hein, de ce que peut faire en fait l'entreprise quand elle le veut. Hein, et vous donner un baromètre, voilà, voilà. Donc sur les structures de rémunération, on a dit effectivement aussi avoir une dynamique des rémunérations. Hein, quels sont les oubliés, hein, c'est un point important, là, encore plus dans ce contexte, hein, etc., etc. Voilà, tous ces éléments. Sur les revendications, c'est ce qu'on a essayé de tracer un peu dans notre matrice, hein, organiser un petit peu effectivement les priorités et voilà dans vos revendications. Hein, il paraît assez légitime d'abord négocier des mesures pérennes assujetties, hein, donc évidemment les valorisations du salaire de base, mais après effectivement voilà, tracer un petit peu les lignes, voilà, sur le cocktail que vous souhaitez présenter, hein, effectivement, et arriver, si possible, à le calculer en termes, évidemment, pour vous, de ce que ça peut représenter dans votre communication pour les salariés, hein, en termes de salaire net, mais aussi en termes de coût employeur. Parce que là, encore une fois, à un moment, il faut s'entendre, hein. Vous dites, non, ça fait que 2% d'augmentation, l'employeur, non, moi, ça fait 4, etc. Là aussi, si on n'est pas d'accord, on n'arrive pas à parler et donc ça sera peine perdue. Donc, rentrez effectivement dans la calculette de l'employeur. Voilà. Après, bon, ça c'est plus vraiment la stratégie de négociation globale. Hein. Fixez-vous, si possible, un objectif. Hein. Qu'est-ce que vous voulez atteindre ? Un point de repli, jusqu'à où vous êtes prêt à descendre. Et puis, donc, une position de rupture, où est-ce que vous dites, non, là, c'est pas possible, au revoir. Voilà, j'espère que on a pu vous apporter quelques éléments. C'est pas fini. On va passer à la dernière phase de questions, peut-être déjà un petit peu dans la salle. Quand on a négocié les NAO l'année dernière, on a eu donc une augmentation de X% pour les salariés, etc., plus une enveloppe supplémentaire. Donc il y a toujours une petite enveloppe, et dans cette enveloppe, on dit on va privilégier de cette enveloppe
l'égalité homme-femme. Comment on peut vérifier? Est-ce qu'on a le droit de vérifier que cette enveloppe a bien été utilisée à cet escient-là, ou comment on peut vérifier que toute l'enveloppe a été dépensée? Est-ce que l'employeur doit nous dire je peux vous prouver que j'ai dépensé tant? Comme je disais avant, hein, un accord signé est opposable. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, l'employeur vous doit de démontrer comment il s'est tenu à ses engagements dans l'accord ou dans la décision unilatérale. Hein. Quand la décision unilatérale, c'est pareil, elle est signée par les OS. Si ça vaut, c'est autant opposable, ça vaut autant engagement. Ça renvoie à ce que je disais un peu tout à l'heure, le petit point de vigilance sur la négociation d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'accord NAO. Est-ce que quelque part c'est prévu dans l'accord par ailleurs une mesure de cette enveloppe? Il y a des accords assez complexes sur l'égalité professionnelle avec des formules très complexes pour effectivement identifier les salariés qui seraient effectivement en dessous d'un certain pourcentage du salaire médian de leur catégorie, etc., pondéré par l'âge, etc., etc. Donc il existe des formules, mais effectivement objectiver, c'est quand même bien que ça se repose là-dessus. Après, dans le bilan des NAO, en tout cas, ce que doit au moins vous dire l'employeur, c'est que il y avait une enveloppe de 1% qui représente 100K euros, je dis n'importe quoi, pour réduire les écarts. On l'a versé à X salariés dans des pourcentages de 0,5 à 0%, et donner le maximum de détails. Voilà, mais ça c'est une question qu'on avait posée en CSE en question et on n'a pas eu la réponse. Non, là, il vous le doit. Encore une fois, c'est un contrat, un accord. Un contrat, c'est un contrat. Donc effectivement, la partie qui s'engage là, elle se doit de vous démontrer qu'elle a bien réalisé sa part du contrat. Pour répondre on peut mettre en place des commissions de suivi pour suivre ce qui se passe, en fait, pour éviter d'attendre un an pour savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Donc on peut mettre en place une commission de suivi qui va se réunir à la mi-année pour voir effectivement si le budget a été suffisant, s'il a déjà été dépensé, s'ils ne vont pas le revoir à la hausse éventuellement, ou s'il n'a pas été utilisé, pourquoi il n'a pas été utilisé. On peut aussi fonctionner de cette façon-là. Après, pas toujours à cette question de la vérification de l'application des NAO, des écarts. Je vais pas faire de la pub, mais c'est des formations professionnelles. Mais effectivement, dans le cadre de son intervention, l'expert peut avoir accès aux données individuelles de rémunération de l'ensemble des salariés, sur plusieurs années. Donc, il peut lui-même vérifier, comme il peut vérifier l'application de la formule de participation, etc. L'expert peut avoir tous les éléments nécessaires pour bien vérifier et détecter, effectivement, les enveloppes ont été reparties de telle manière. Il était prévu 3% d'AG, en fait, nous, notre calcul, on trouve que 2,8, etc., etc. Voilà. Donc, ça peut effectivement se faire dans les commissions de suivi, c'est très juste, c'est très bien, effectivement, de prévoir ces commissions de suivi, surtout dans les temps actuels, sur les temps courts qu'on vit, où effectivement, on le voit bien, ça rejoint les clauses de revoyure, etc., où effectivement, il faut peut-être être en capacité de se mettre plus souvent autour de la table que ce qu'a prévu le législateur. La situation le méritant. Voilà. Je crois qu'il y avait une question derrière, Julie. Et après, on passera la parole à Arnaud. En fait, j'ai même plusieurs questions. Je ne sais pas si je peux toutes les poser. La première question, c'est par rapport à la fin de la présentation, vous avez mis une sorte de déroulé. Nous, on est dans on vient de finir les orientations stratégiques, on est dans la politique sociale et économique avec vous, justement. Et en fait, le rendu sera fait fin décembre, comme chaque année, alors qu'on va attaquer les NAO là. C'est-à-dire, on a toujours le même décalage. Est-ce qu'on a le droit de demander un report des NAO ou est-ce qu'en fait, on n'a pas le droit? Alors dans une négociation, il n'y a pas de président. Vous êtes tous à la même égalité, donc c'est vous qui décidez d'un commun accord du calendrier. Alors, on peut pas vous imposer, on vous convoque, mais effectivement le calendrier, il se négocie. C'est l'objet de la première réunion. Donc ça renvoie à la question de la loyauté. Est-ce que le 1er décembre, le 15 décembre, vous allez avoir dans les mains suffisamment d'éléments? Je ne sais pas dans votre entreprise quelle est la date de clôture des comptes sociaux, mais effectivement il faut que vous puissiez avoir un minimum d'éléments pour pouvoir apprécier la situation économique et financière la plus juste possible et la plus actuelle possible de l'entreprise. Ça peut être un cas de déloyauté, et en tout cas, moi je vous recommande lors de la première réunion de dire on peut commencer à négocier parce que ça prend un peu de temps, mais nous effectivement on a besoin de l'avis du CSE sur le sujet, on a besoin du rapport de l'expert pour pouvoir entamer sérieusement, loyalement les négociations. S'il y a un refus de l'employeur, après
toujours compliqué de trouver la bonne dose pour pas aller au contentieux et quand même enchaîner les choses, parce qu'in fine, voilà, mais en tout cas, c'est votre droit, et voilà, normalement, voilà, il y a déjà eu des cas, parce qu'on avait fait une réunion il n'y a pas très longtemps avec le cabinet d'avocats sur ces sujets de loyauté, où effectivement il y a eu des négociations, des juges à décider, à ordonner de recommencer les négociations, considérant que la négociation avait été, je crois que c'est dans le cas d'un groupe, avait été entamée dans un calendrier qui faisait que c'était juste avant la publication des résultats du groupe. Et que les OS considèrent que c'était déloyal parce qu'elles n'avaient pas en main, voilà, les résultats les plus actuels du groupe. Donc en tout cas, faites la demande. Et encore une fois, ayez bien ça dans la posture en négociation. C'est pour ça que la première réunion est vraiment importante. C'est pas tout de suite, l'employeur vous dit, moi je vous propose 2%, qu'est-ce que vous proposez? Non, première réunion, on se pose. On se réunit où? C'est quoi le calendrier? Et c'est quoi le corpus documentaire qu'on va partager ensemble pour pouvoir discuter à rames égales? Et l'employeur n'est pas le patron, même si c'est vrai, et c'est toute la difficulté du jeu, c'est qu'in fine, il peut prendre une décision unilatérale. Et là, du coup, ça renvoie à la question d'embarquer le collectif de travail, communiquer. Les dividendes, la distribution de dividendes ont augmenté de 10%, les 10% au TREM ont augmenté de 5%, je dis n'importe quoi. Faites-le savoir. La deuxième question, c'était sur le début de la présentation, quand vous avez évoqué à la première réunion le cas des écarts de rémunération entre les hommes-femmes qui déclenchaient un procès verbal. Il faut le signifier si on le fait. Est-ce que la direction sait qu'elle doit faire un compte évidemment, elle le sait pas ou elle ne veut pas le savoir. Mais si elle le sait pas, parce qu'elle peut. Ou son avocat lui a dit de ne pas le savoir. Non, mais imaginons qu'ils peuvent peut-être ne pas le savoir réellement. Je sais pas. Est-ce que dans ce cas-là, il faut le dire. Oui, bien sûr, il faut le dire. C'est un article du Code du travail. Je sais pas si on le cite en tant que tel. Sinon, on pourra vous le retrouver. N'hésitez pas à nous le demander. Mais c'est écrit tel quel. Donc normalement, la rédaction du PV incombe bien l'employeur. C'est lui qui organise. C'est lui qui est responsable de la mise en œuvre, des conditions de réalisation de la négociation. Donc c'est bien à lui de rédiger le PV. Après, c'est toute la difficulté du PV. Également, il faut qu'il puisse, qu'on soit d'accord sur la fin. Donc, prenez les précautions d'enregistrer éventuellement, non pas pour conserver l'enregistrement, mais pour pouvoir effectivement vous assurer que le PV est fidèle à ce qui s'est dit, etc., etc. Et ma dernière question, c'est sur les ASC. Nous, on n'a pas on a plusieurs CSE dans une ville où on a groupé ça dans un CIE, un comité interentreprise. Est-ce que ces ASC, elles peuvent être augmentées dans le cadre des négociations et être reversées à ce groupe-là, ou c'est que vraiment dans le cas particulier des articles que vous avez cités? Je sais pas comment ça fonctionne, ce groupe interentreprise, mais j'imagine. On verse la totalité de notre pourcentage à ce centre, parce que comme il y a beaucoup d'emplois, il y a une mutualisation, Voilà. Ça va être, la négociation va être à chaque périmètre où se négocie ce pourcentage de la masse salariale décidée à l'ASC. À chaque périmètre, chaque entreprise, vous voulez dire. Ça, ouais. Mais je veux dire, par rapport à vous avez présenté chèque vacances. Oui. Ça, on s'en fout. Nous, si par exemple on donne 2%, qu'on veut donner 2,1 et qu'on arrive à négocier 2,1, c'est bon. Vous n'avez pas à justifier auprès de l'employeur comment vous allez l'utiliser. Et ça, c'est exonéré, donc ça sera exonéré de 100% de. Oui, dans la limite, on a vu, par exemple, les chèques culture, je pense que on peut en donner autant qu'on veut, mais bon, c'est limité sur les achats, ça peut être que des achats culturels. Les chèques cadeaux, il faut que ça soit lié à des événements particuliers. Mais après, on peut être imaginatif en termes d'événements et c'est plafonné à 170 €, mais il peut y avoir plusieurs événements dans l'année, Noël, Pâques, Carnaval, etc. Bon, petit point de vigilance. Le gendarme, c'est l'URSSAF là-dessus, toujours, c'est toujours l'URSSAF. Et en fait, sachez que quand vous faites, en fait, vous engagez l'employeur, en fait. Si vous allez au-dessus de 170 €, vous engagez l'employeur. Donc voilà, petit point de vigilance. Mais alors là, je pense qu'il y a un problème. Il faudra peut-être qu'on en discute ensemble parce que c'est pas du tout ça notre fonctionnement. C'est-à-dire que l'employeur nous verse, après il sait plus rien. C'est le CIE qui va faire cette gestion. Donc ça veut dire que ça serait à lui de reprendre toute cette. Non, mais en tout cas, s'il y a un contrôle URSSAF, normalement c'est bien l'employeur qui est responsable de la manière dont effectivement qui devant l'URSSAF, qui est responsable de la manière dont est utilisé ce budget. C'est bien pour ça parce que vous présentez aussi des comptes des fois certifiés à partir de certaines dimensions sur le CCE. Voilà. Mais bon, ça c'est un peu annexe. C'est pour ça qu'on dit bien, c'est sympa les ASC, mais il faut faire un peu attention parce que ça renvoie quand même de la gestion d'une distribution de rémunération en CSE. C'est tolérable dans certaines limites, quoi. On va peut-être juste. Je voulais juste revenir sur le corpus documentaire. Je travaille dans une entreprise où il y a beaucoup de cadres.
Et au-dessus d'une certaine classe, on sait qu'il y a des rémunérations supplémentaires sous forme d'actions gratuites, etc. Donc, est-ce que on peut demander les informations, parce que c'est très opaque en fait, on n'a aucune information sur ce qui est donné aux cadres qui sont au-dessus d'une certaine classe, et ça constitue quand même un certain nombre de personnes dans l'entreprise. Mais effectivement, quand vous êtes dans une négociation collective, hein, c'est la négociation collective concerne tous les salariés, donc y compris les cadres dirigeants, sauf s'ils ont uniquement un mandat social. S'ils ont uniquement un mandat social, hein, de président, de DG, etc., c'est hors NAO. Un directeur qui est salarié, il est salarié, donc il rentre dans le périmètre de négociation. La négociation elle est collective, ça veut dire que vous ne pouvez pas, en début de négociation, écarter des catégories de salariés. Alors après, vous pourrez déterminer des répartitions différentes, etc., mais vous ne pouvez pas. Donc, vous allez négocier pour les salariés dirigeants. Donc, pour pouvoir négocier pour les dirigeants, il vous faut les informations en lien avec l'ensemble de leurs éléments de négociation. Donc, vous avez toute légitimité à demander ces informations. Voilà. Sinon, vous ne pouvez pas négocier pour eux. Vous ne savez pas combien ils gagnent. Après, la seule difficulté, ça va être éventuellement de respecter quand même un secret statistique. Voilà. Généralement, il n'y a pas une norme qu'on peut considérer, c'est la norme de l'index égalité professionnelle, qui considère qu'on ne prend pas en compte les moyennes de rémunération pour les ensembles inférieurs à 3. À partir de 3, on peut vous donner une moyenne, une médiane, etc., etc. Après, encore une fois, ce que je disais avant sur la question de la délégation, quand vous êtes délégué syndical, vous avez un devoir de discrétion, hein, et qui peut vous engager pénalement, hein, si on vous transmet des informations. Donc normalement, voilà, on dit non, mais on ne peut pas vous communiquer, c'est confidentiel. Voilà, vous êtes protégé quelque part par votre devoir de discrétion, hein, qui vous engage à pas communiquer ces informations. Donc oui, effectivement, demandez-les. Oui, mais c'est important. Dans la logique, c'est important. Ouais, voilà. Hein, effectivement, voilà, effectivement. Hein. Mais même dans ce point-là, si on veut juste rentrer d'un point de vue un petit peu légaliste, vous êtes censé négocier pour tous les salariés. On va peut-être passer à Arnaud, si tu as un peu de temps pour nous. Oui, bien sûr. Je suis en train d'essayer de répondre aussi. Alors, il y avait une question que je devais pousser. Ouais, il y a un truc qui a pas mal tourné là sur le chat. Je sais pas répondre. La prime Macron qui serait versée, enfin, prime partage de valeur, qui serait versée en 2024 au titre de 2023. Est-ce qu'elle est bien exonérée d'impôts parce qu'elle est considérée comme l'exercice de 2023, ou est-ce qu'elle est soumise à impôt parce qu'elle est versée en 2024 et dans lequel il n'y a plus d'exonération d'impôts? Je sais pas. Alors, normalement, c'est du coup ce qui est versé à partir de 2024. Normalement, c'est Ouais, voilà, c'est plus exonéré. c'est effectivement notre compréhension. Hein. C'est bien les éléments versés. On est bien là encore une fois toujours avoir avoir des moments il faut avoir la posture employeur, dans moments il faut la posture URSSAF. L'URSSAF s'en fiche, hein, de ce qui a été négocié. Elle regarde effectivement ce qui est déclaré mensuellement, hein, sur les bulletins de salaire. Voilà, si elle voit une ligne PPV en janvier 2024, pour elle, voilà, hein, c'est cuit. Voilà. D'accord. Ok. Et il y a eu un autre truc aussi, je ne sais pas si vous savez, moi je ne sais pas y répondre sur la CVAE là, qui devait être supprimée et sur lequel il y a eu un report. Est-ce que vous savez, je ne sais pas, puis j'ai pas tout entendu tout ce que vous avez dit, j'étais en train de répondre, donc voilà. C'est que j'ai pas compris la CV. La CVAE, c'est une taxe en fait qui devait être supprimée. Alors c'était progressif, je crois, puis ça devait s'arrêter en 2024. Et a priori, ça a été reporté. Est-ce que vous en savez plus ou pas là-dessus? C'est assez spécifique. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a la réponse sur le sujet. Moi, je ne l'ai pas en tout cas. Ouais, oui. Si je dis pas de bêtises. Bah ça rentre un petit peu dans cette logique. Enfin, la question n'est pas inintéressante, hein, effectivement. On l'a vu, il y avait une slide qu'a diffusé Marion avant sur la composition des facteurs qui construisent l'inflation. Le coût des salaires finalement n'est pas très important et que en fait le coût des profits lui est un facteur générant de manière principale l'inflation. On a vu aussi, il y avait une petite barre rouge en dessous, si vous vous souvenez. En fait, les reversements des entreprises à l'État sont en baisse. Donc eux, ils contribuent négativement à l'inflation aujourd'hui. Effectivement, on peut quand même
Donc, avoir des éléments, on en revient à être bien informé sur la situation économique, quelle est l'évolution des exonérations, pardon, de cotisation, c'est important. Et donc, effectivement, poser la question, je trouve ça très intelligent, sur effectivement l'impact de la fin de la CVAE, voilà, en termes de disponibilité, hein, de marge de manœuvre de l'entreprise, c'est une question à poser. Arnaud? Oui, bah écoute, je crois que en fait il n'y a plus de réponse questions. Je crois que j'ai demandé au chat là, de refaire repousser des questions. L'effectif minimum à considérer pour le calcul des moyennes dans l'index est de 3 personnes. Oui, c'est 3 ou c'est 5, je sais plus. 3. C'est 3, c'est 3. Ok, Olivier, merci. Je crois que tout le reste, j'ai répondu. Alors, il y en a d'autres qui arrivent en même temps. Ah oui, c'est un truc spécifique, ça, que j'ai avec Gwenaël. Je vais répondre. Je vais pas. Ok. Voilà, bah écoute. Ok. Bah, de toute façon, il est 10h57, donc on a bien tenu le timing. Une dernière intervention dans la salle. Ouais, je voulais savoir combien Sextant a donné à ses salariés en NAO. Parce qu'avec tout ça, ça doit être dur pour les négociations pour vos dirigeants. Il y a un délégué syndical dans la salle là, de Sextant. Ouais. On parle tout à l'heure. On peut y arriver. Ok, en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus sur place ou de vous être connectés. Merci beaucoup Arnaud. Je crois que tu as fait un travail certainement assez impressionnant. On n'a pas tout vu, hein, mais je pense que tu dois être voilà, vraiment. Merci beaucoup. Merci Julie pour l'organisation, Soufiane, Laurence. Voilà, merci Marion. Merci. Merci à vous tous et on reste à votre disposition.